Qu'est-ce que tu nous as apporté, mon chéri? Un chip parmentier. Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? La soupe aux choux, mon Blaise. Ça parfume jusqu'au trognon. J'ai bouffé 12 muffins et j'en voulais même pas un seul. Bonjour gourmet, bonjour gourmette, bienvenue dans Cinéphage, le podcast qui parle de nourriture et de cinéma. Aujourd'hui pour cet épisode 15, je suis avec Sarah. Bonjour. Bonjour Sarah. Et je suis avec Antoine. Bonjour. Bonjour Antoine. Donc l'équipe est au complet. On va parler dès à présent d'un film qui est un petit classique chez nous, qui a vraiment fait beaucoup de bruit à sa sortie. On va en parler directement dans la partie apéro. C'est l'heure de l'apéri, c'est l'heure de l'apéri, c'est l'heure de l'apéritif. Et vous, Christian? Une citronnade, quoi? Non, un whisky, André, s'il te plaît. Un whisky. Alors Donc on va parler de Grave. C'est le premier long métrage de sa réalisatrice Julia Ducournau, qui est une réalisatrice française qui, elle, a été issue de la FEMIS en 2008, donc prestigieuse école de cinéma, qui a vraiment beaucoup de renommée. Et donc son premier court-métrage, Junior, avait déjà l'actrice Garance Marillier, qui est aussi actrice principale dans Grave. Et ça parle d'un rapport au corps, à la puberté, rapport au corps féminin et tout ça. Et on va voir en fait dans sa filmographie, pour l'instant, elle a que 3 films, son 3e étant actuellement à Cannes. On saura, quand l'épisode sortira, si elle a gagné un prix ou pas. Et donc, Julia Ducournau, elle a des thématiques qui sont très fortes, comme on disait, qui sont déjà présentes dès son premier court-métrage, c'est-à-dire rapport au corps, rapport à la féminité et plus largement rapport à l'humanité. Elle questionne beaucoup ça. Rapport organique aussi. Donc, dès son premier court-métrage, Junior, il est reconnu à Cannes. Il est, on va dire, il est présenté à la Semaine de la Critique. Ça fait du bruit. Elle revient en 2016 avec Grave, qui à l'époque devient le film choquant de la cérémonie. Parce qu'il y a toujours un film choquant à Cannes chaque année. C'est le truc qui fait vomir les gens. Là, c'était Cannes. C'était Grave, pardon, à l'époque. Ça a fait des malaises, ça a fait des vomis dans la salle. Puis, donc suite à ça, elle gagne rien. Donc son premier film qui fait quand même un succès. Elle revient en compétition avec Titane, son deuxième long métrage en 2021, avec Garance Marillier aussi dedans. Donc c'est une actrice qu'elle suit. Et là, pour le coup, elle remporte la Palme d'Or. Donc c'est pas rien du tout, parce que deuxième film, Palme d'Or. Et surtout, c'est la deuxième réalisatrice de l'histoire du cinéma à remporter la Palme d'Or, après Jeanne Campion en 93 pour la leçon de La piano. leçon de piano, voilà. Merci, dont pardon. on a brièvement parlé dans l'épisode précédent. Waking Exactement. Et la troisième en date, c'est Justine Triet pour Anatomie d'une chute. Flight. Ah oui, bah oui. Voilà, Mhm. c'est très récent. Donc voilà, Julia Ducournau, en 2 films, elle s'est imposée vraiment sur les prix les plus prestigieux du cinéma. Et donc, elle est très attendue pour son 3e film, Alpha, qui est en compétition. Donc là, encore une fois, je vous l'ai dit, on ne sait pas ce que ça va donner où on enregistre, mais il y a une grosse attente sur son 3e film. Et voilà pour son petit parcours. À part ça, elle a fait un peu de télé et tout. Elle aussi, elle fait un petit peu des épisodes par-ci par-là. Mais voilà, en tout cas, pour son parcours de réalisatrice et d'autrice aussi, parce qu'elle écrit ses réalisations. Et bah merci Camille pour cette présentation. Et ben, je m'en vais, merci. Et voilà, c'était la fin de Cinéphage. C'est ça. Mon travail est fait. Cette petite mise en bouche faite, ces présentations faites, on va pouvoir passer à la deuxième partie, qui vont être les métaphores culinaires. Ok, nous sommes à présent en métaphore culinaire, donc on va parler de notre avis sur le film, sans spoiler. Vous êtes en zone safe pour l'instant. Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de Grave pour l'instant? Bah écoute, moi j'en ai pensé que du bien. En même temps, c'est grave, c'est pour remettre dans son contexte quand même. C'est sorti à un moment où je pense qu'on était encore en école de ciné. Juste Même avant. pas, on était Juste encore avant, au c'est lycée. ça. Enfin, toi, Juste t'étais- avant. ouais. Alors oui, moi j'étais. Toi, t'es vieux. C'est un Moi, vieux de la j'ai- vieille, lui. Hein. Moi, je ramenais mon 8e enfant de la mine. Enfin, c'était tout un truc. Avec ma 5e maîtresse. Et je revenais de ma 8e colonie. De vacances, J'ai hein. vécu en 1800. J'ai vécu dans les années 1800. Non, mais ouais, c'est un film qu'on a vu assez jeune, en tout cas. Et qui nous a tous marqués parce que on vient d'une génération où il y avait la French Extremity.
donc en film d'horreur et film d'horreur français, Ouais. avec Xavier Jean, tout ça. C'est ça. Petit contexte pour l'horreur française, la French horror. Qu'on appelle aux États-Unis la French Extremity, mais bon, voilà. Voilà. Non, mais c'est des films français d'horreur qui étaient ultra violents, mais vraiment ultra violents au point de choquer les Américains et qui renvoyaient un petit peu les Américains, parce que c'était des films presque qui découlaient dans leur ton des films américains comme Massacre à la tronçonneuse, en termes de violence. Et Ouais, qui aussi, était héritier de cette mouvance-là. C'est ça. Et ça. du coup, les films d'horreur américains, c'était un petit peu assagi sur ce degré de violence. Et nous, on est arrivés, les Français, en mode, bah nous, c'est ce avec quoi on a grandi. C'est ce qu'on veut faire et on Dans leur les a années mis plein la 2000. gueule. c'était Oui, dans les années 2000. Voilà, c'est dans les années 2000 avec, pardon, Ouais. je rapporte juste 2-3 name dropping comme ça. Ça avait des films avec Frontières, Martyrs, À l'intérieur, Ouais. des films très ultra violents comme ça. Alors du coup, est-ce que Gaspard Noé avec Irréversible, par exemple, il fait partie de cette mouvance-là? Gaspard Noé, c'est déjà plus. Il fait partie en fait de la communauté nouveaux auteurs Canal+ des années 90, avec Albert Dupontel, Hazanavicius et tous ces gens-là, Ah oui, qui sont montés grâce au studio Canal, en fait. Et ces gens-là traitent déjà bien plus de la désillusion des années Mitterrand, avec la mondialisation, etc. Bernie, je veux dire, c'est quelqu'un qui regarde la ville de loin et des nouvelles technologies en fait, qui déshumanisent. Et c'est aussi c'est beaucoup moins entre guillemets auteur, c'est-à-dire que t'as pas de Ouais. parti pris comme Irréversible où c'est monté à l'envers, c'est vraiment Mm. codifier slasher, codifier home invasion, codifier plein de choses comme ça. Et ils vont pas se permettre des envolées de réalisation. Gaspard Noé dès le début, ouais, il est dans l'expérimental à chaque fois. Hein. Mais du coup, Julia Ducournau, elle a quand même une réalisation qui marque dans Grave. Et, alors, est-ce qu'elle fait pas partie de cette vague? Elle en est l'héritière? Elle en est l'héritière, mais sauf qu'elle fait déjà plus partie. En fait, c'est une auteure. Ouais. Julia Ducournau, Ouais. c'est une auteure. Je pense qu'elle est Euh, catégorisée. Il y a un rapport avec la French horror parce que c'est le premier film d'horreur français qui, depuis du coup plus de 10 ans à l'époque, en 12-13 ans, arrive à faire convaincre à la fois les critiques, c'est-à-dire Cannes, et le public, pour que tout le monde se dise ok, il y a un consensus de la fameuse vague de la nouvelle vague de genre français est enfin arrivée, c'est le porte-drapeau. Et c'est ce qui un peu s'est confirmé vite fait après avec Revenge, un peu sur les côtés, avec Vermine aussi, qui fait partie pour moi de cette. oui, Vermine, Ouais. c'est ça. Excellent. Vermine, je pense que des producteurs, on peut pas dire de manière 100%, mais il y a moyen que le succès de Grave ait encouragé d'autres productions françaises à dire ok, il y a moyen qu'on fasse des petits films d'horreur plus ou moins réussis. Il y en a eu des tentatives, mais que ça a aidé à encourager tout ça. Et là, le succès avec Coralie Farja de The Substance va encore aider à dire ok, cinéma français d'horreur, de genre, a quand même de la place. Oui, De non, genre, en tout fait- cas, oui. En De fait, genre. il faut remettre aussi malheureusement dans le contexte que Coralie Farja, elle a dû aller aux États-Unis pour se faire Ouais. produire son film. Ce qui n'est pas le cas de Vermine ou de. Oui. Tu vois, donc moi Ouais, je c'est suis ça, d'accord, mais c'est on est juste dans- que. on est dans un truc On qui espère que s'entretient. le succès de Coralie Farja avec The Substance donnera plus de couilles Et à certains producteurs. potentiellement Alpha, encore on sait pas, là on parle peut-être que c'est obsolète pour vous auditeurs, mais nous on sait pas. Alpha là il est en compétition et ça se trouve paf, prix du jury, on sait pas. Ouais. On verra. Du coup, oui, donc ma critique culinaire, ma métaphore culinaire, ça sera, même si c'est téléphoné, je vous prie de prendre le contexte en compte, c'est le premier steak tartare que tu manges. Parce que dans ton... Non mais... Celle-là franchement je l'avais pas vu venir, cette métaphore culinaire. On parle d'un film qui parle de cannibalisme et tout. Putain mais t'es un génie hein. mais merde, mais j'écris avec cet homme, c'est incroyable, t'as des idées de dingue mec, hein, c'est fou. On lui avait dit qu'il était là pour relever le niveau. T'es incroyable, je t'adore, c'est trop d'idées dans toi. Mesdames et messieurs, Tu es un geyser d'idées mec. pour se dire qu'est-ce que je vais mettre comme habit sur un podcast de cuisine, il a mis une toque, d'accord? Donc il va pas me faire des leçons d'originalité en fait. Oui, mais des fois, les trucs évidents, c'est bien. Exactement. Et donc ma critique culinaire. Oui, Ma je disais métaphore pas ça culinaire. pour toi, mais... Non mais prenez le contexte, c'est le premier que vous mangez. Oui, non, ça, Dans le c'est sens important. où à quoi on a pensé quand notre père, parce que moi c'était mon père, mais donc quand mon père m'a dit viens, je vais te faire manger un steak cru, Cru, ouais. un steak haché cru, Ouais. j'ai été en mode mais de quoi tu Mais parles tu mon es ref? un malade. Je m'en souviens pas, j'étais trop jeune. Ouais. Un Tu appelles problème. mon ref, ton père? Ouais, parce qu'on a des problèmes dans la famille, je Ah, tu je viens vais du pas Nord. m'étendre. Ouais. Moi pour le coup c'était au biberon, je m'en souviens pas. Le steak tartare? Ouais, Waouh. ouais.
Alors ça par contre, j'appelle la DAS. Non. Mais non, mais donc, ouais, il te dit, vas-y, on va manger un steak cru. Tu le regardes, tu fais, de quoi tu parles Allô. Mon frère, qui avons la même mère. Sauf que quand ça arrive devant toi, ça paye pas de mine, ça semble cru, ça semble pas ouf. Et tu le manges, et là, il y a une explosion de saveurs. Parce qu'il n'y a pas que de la viande crue, il y a des cornichons qui donnent de l'acidité, il y a des échalotes, il y a du tabasco, il y a de la sauce Worcestershire, Worcestershire. Worcestershire, Il y a de la ciboulette. il y a de la ciboulette, il y a une explosion de saveurs bien plus subtile qu'à l'œil nu qui te prend à la gueule. Et je pense que c'est vraiment ça, pour moi, le contact qu'ont eu les Américains et une bonne partie du public avec Grave. Ils se sont dit, oh, encore un film d'horreur. Oh, tu vois, moi, par exemple, je pense que nous, on le sait parce qu'on est cinéphile, mais tout le monde ne sait pas qu'il y a une vague de films d'horreur français dans les années 2000. Parce Non. qu'ils ont eu du succès, mais c'est un succès Alors, en vrai qui est limité, les films d'horreur. Je dirais pas jusqu'à ce succès. En fait, ils ont tous bidé. Maintenant, ils ont un succès. C'est- Ils sont un peu oui. cultes parce que Ouais. ça est Ouais. représentatif d'une époque. Mais celui qui a fait entre guillemets le plus de vues, enfin le plus d'entrées, pardon, c'est Martyr à l'époque. Il a atteint difficilement les 90 000 entrées. Ouais. C'est-à-dire que c'est c'est pas un grand-chose. échec. Mais Même du pour coup, un film mais- très très peu cher, c'est un échec. Oui, du coup, il y a une aura Ah, il y a une culte aura, qui est ils sont venue restés. avec. il y a une aura culte. Donc voilà, je pense que beaucoup de gens sont allés voir ce film en disant ok, ça a l'air d'être un film d'horreur marrant, et se sont pris une baffe devant la profondeur du film, devant tous les sujets qu'il veut traiter, qu'il arrive à traiter, toutes ses ambitions, en Mm. fait. Ça paye pas de mine un steak tartare, et pourtant ça a des ambitions. Mm. Tu vois, celui de te faire voyager sur plein de tons de saveurs différents, et ce film arrive à te faire voyager sur plein de tons de saveurs différents. Il y a beaucoup de couleurs, Et c'est pas pour tout le monde. et c'est Oui, pas c'est pour pas tout le pour tout le monde. monde, bien Et sûr. c'est très, ça divise, ça divise. Ok. Ok. Eh bien, écoute, je propose. Alors nul, Monsieur Poinas. Je trouverais très évident en fait. Mais Ok, vas-y, viens, on fait la comme tienne. toi en fait. Non, viens, on fait la tienne. Non, Viens, on on fait la fait tienne, celle de mon Sarah en fait parce qu'on est Non, gentil. non, viens, on fait la tienne. On a un ordre préétabli, ok. C'est moi le putcher ici, c'est pas toi. Sarah, tu peux. J'y vais. Ouais, Ok. Sarah, après toi, l'écoute pas. Je le gère. Alors, moi, ma métaphore culinaire, c'est des huîtres. Ah putain, on est dans la dégueulasserie là. C'est pas mal. Alors, Vas-y. en oubliant le fait que... Enfin voilà, je suis végétarienne, mais je ne l'ai pas toujours été, donc j'ai déjà goûté des huîtres. Ouh. Euh, Oh la C'est faute. pas une vraie, oh là là, Oh. putain. et mis à part le fait que moi j'aimais pas ça, c'est quand même globalement considéré comme un mets très fin, très ouais voilà, très assez raffiné qu'on mange aux fêtes, etc. Et ça réussit à l'être malgré le fait que ce soit de la morve qui vient de la mer. Donc pour moi c'est ça grave, c'est un truc bien visqueux, bien dégueulasse que tu bouffes vivant. Ah, c'est vivant. Mais oui, les huîtres, faut les manger vivantes, sinon Mmh. elles sont pas fraîches. Et la métaphore culinaire, elle va loin là, non? Alors, Mais je vous jure, j'apprends IRL là que c'était vivant depuis tout choc ce temps. mental. Ouais, sinon c'est pas frais. T'es obligé de Ouais. les manger vivantes. Et on fait des histoires sur les homards et tout, mais c'est les pauvres huîtres là, on les évente d'un. Oh merde. Genre, il fait crari, mais il en mangera à Noël. Je y a pas de- déteste, mais moi, la morve de Poséidon, non merci, tu vois. Oh là là, Euh, mais putain, vous savez pas de goût, c'est dingue. Mais c'est Mais- dégueulasse les huîtres. Non, attends. Non, c'est juste que vous savez pas les préparer, en fait. C'est parce que Tu les prépares une pas, bonne- elles sont crues, elles sont une- vivantes. une ça bonne se prépare huître, pas, du une coup. bonne huître, ça s'ouvre. Déjà, tout ne s'ouvre pas. Et ensuite, si tu peux avoir une sauce échalote, vinaigrette, que tu mets dans l'huître, et après tu manges le tout, Mec, c'est et vivant. là, c'est bon. Et alors? C'est horrible. T'es Mais moule. depuis quand tu t'achètes? Depuis quand t'as une Ben, conscience? Qu'est-ce Mais- qui s'est passé, Camille? Bah, j'ai jamais mangé des trucs vivants, moi, pour le coup. Bah si, des huîtres. Bah non, j'ai jamais mangé d'huîtres, moi. T'as jamais mangé d'huîtres? J'aime pas. Enfin, j'en ai jamais. Voilà. Faut pas dire qu'on n'a pas aimé, qu'on n'a pas goûté. Mais t'as Mais- pas envie d'en goûter, quoi. L'apparence, ça me donne pas envie. Et de plus, là, l'idée de me dire, ok, c'est vivant en plus, donc je suis en train vraiment de la tuer instant T dans En l'assiette. l'avalant. En lave. Ah, pitié. Non, franchement, ça me dégoûtait. Je comprends. Enfin, je respectais les gens qui étaient en mode, ok, je m'enfile ça dans un resto de luxe et tout. Mais de là, imaginer que c'est vraiment vivant, encore plus qu'un homard que tu fais bouillir, ou un crabe, ou un poulpe que tu peux manger, comme on avait vu dans Old Boy.
Là, le fait que c'est toi qui l'achèves avec ta glotte. Ouais, non. Mais oui, non. c'est vivant. Mais même Ouais. quand tu les aspires, t'entends non comme ça quand tu les Ah avales. non, mais je suis désolé, j'aime pas du tout ça. Hein. Ça me donne encore moins envie. Hein. Et bah voilà, bah pour moi, grave, c'est ça. C'est un truc bien dégueulasse qui te fait réfléchir. C'est pas mal. Et Ok. raffiné. Et du coup, Camille, à ton tour pour la métaphore Euh, culinaire. Vas-y, à ton tour, Camille. Ma métaphore, c'est encore une première fois, comme Antoine, un peu, Original. original. C'est ton premier shot de chartreuse et qui est arrivé récemment pour moi. La chartreuse, qu'est-ce que c'est? C'est un alcool fort qui est, on va dire, préparé, confectionné vers Grenoble, en Rhône-Alpes, qui est une alcool qui a peut-être 350 ingrédients différents à base Ouais. d'herbes et tout. Je peux te dire que quand tu les bois, tu les sens toutes. C'est assez intense. Donc moi, c'est un peu ça. Pour moi, grave. Le choc que j'ai eu déjà, c'est comme le shot de chartreuse. J'ai découvert ça. Enfin, j'en ai entendu parler en étant jeune. Je l'ai attendu très longtemps. C'est-à-dire que grave, c'était le moment où je commençais vraiment à être sur les réseaux et à suivre vite fait des sites de cinéma. Et du coup, j'avais entendu parler de le prochain choc à Cannes, c'est grave, oh là là, il y a des gens qui vomissent et tout, ils ont peur. Moi, j'étais en mode, ah, trop bien, Ouais. un nouveau film bizarre, let's go. Et donc, j'avais attendu, mais vraiment dans ma petite ville, loin de Paris, c'est-à-dire pas du tout bien distribué pour les films de genre comme ça. J'avais attendu que ça sorte. Il n'était pas sorti, donc j'étais tellement triste. Je me disais, putain, la seule séance, elle est à Avignon, c'est-à-dire à 1 heure de route de chez moi, j'ai pas le permis, c'est nul, je vais pas pouvoir le voir. Et je savais déjà à l'époque que c'était un film qui avait besoin d'avoir des gens au cinéma pour le soutenir. Mm. Donc dès qu'il est passé au cinéma à l'époque, j'ai emmené tous mes potes. J'ai dit, ah, on y va tous. Tous, ils étaient mal à l'aise dans la salle avec moi parce qu'il y avait des scènes assez dures. Et donc, grave, c'est ça. C'est beaucoup d'attentes, comme quand tu es mineur par rapport à l'alcool. C'est quelque chose qui est pour les adultes, quelque chose qui est pas pour les plus jeunes, quelque chose que tu fantasmes un peu beaucoup, qui n'est pas pour tout le monde. Et quand tu te le prends, bah, c'est très fort. Je peux te dire que ce soit grave ou le shot de chartreuse, bah, tu les sens toutes les subtilités. Tu sens que c'est fait par des gens qui savent très bien faire. Et tu as un culte de ce genre d'œuvre par rapport à ces consommateurs. C'est-à-dire que grave, il y a plein de gens comme moi qui étaient en mode ok, on a une nouvelle autrice, réalisatrice émergente du genre. On adore le genre et celle-là, elle va faire date. Et pareil pour la chartreuse, la première fois que j'en ai découvert, il y avait des gens qui faisaient la queue et qui se battaient pour avoir leur verre de chartreuse parce que c'est limité, c'est produit à la bouteille, c'est des choses qui sont pas vendues partout. C'est-à-dire qu'il y a une production segmentée de la chartreuse. Tu peux pas en faire plus de, je sais pas, 10 000 litres par an, un truc comme ça. Bref, c'est un peu comme le cinéma français, le bon cinéma français de genre. Il n'y en a pas beaucoup, tout le monde se bat pour les avoir. Et voilà, donc c'est un peu c'est pareil pour moi, ça. C'est gros choc, ça réchauffe par où ça passe. Et c'est très intense. Ouais, D'accord. ça fait sens. Nous sommes à présent en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu encore Grave, je vous encourage à le voir. Il est plus ou moins trouvable. Je suis pas sûr qu'il soit en streaming quelque part, mais en tout cas, voilà, je vous encourage très vivement à le voir parce que là, on va parler plus en profondeur du film. Et pour celles et ceux qui commencent à connaître les émissions, voilà, on va parler des fois de certains spoils qui vont nous échapper. Donc si vous voulez voir la suite, regardez le film ou alors restez ici, mais avec spoiler. Du coup. Soyez prévenus, en Soyez tout cas. prévenus. Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Sur ce, j'enchaîne avec la chronique de Sarah. Alors, du coup, moi, dans ma partie, je vais vous parler du cannibalisme, de qu'est-ce que c'est, et vous faire une petite histoire pour replacer le contexte. Donc déjà, le terme cannibale, il est apparu au temps des expéditions vers l'Amérique, vers le Nouveau Monde. Et on suppose que c'est potentiellement Christophe Colomb lui-même qui aurait tamponné le terme quand il est... Il a pris un indigène, il a fait Foi, c'est ça. Ok, et donc, juste pour définir bien les choses, le terme de cannibalisme, ça veut juste dire manger des individus de sa propre espèce. Alors que l'anthropophagie, c'est le fait de manger des humains. Donc, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des cas de cannibalisme chez les animaux, alors que l'anthropophagie, c'est les humains spécifiquement. Donc le lion est anthropophage, mais pas cannibale. Voilà. Il peut l'être s'il mange d'autres lions. Ok. Mais le lion ne s'associe pas avec le cafard, de toute façon.
Et donc, le terme vient de Caribe, qui a donné cannibes puis cannibale. Donc, les Caraïbes, ça vient aussi de là. C'est la mère des cannibales. Non, c'était un groupe ethnique amérindien qui était Mhm. originaire du nord du Venezuela, qui s'appelait les Kalinagos et originellement les Kalinas. Ok. Voilà. Donc, le terme de cannibale est donné aux tribus anthropophages qui cuisinaient et mangeaient leurs victimes, mais globalement, c'était en fait assez souvent donné à juste des tribus autochtones. Non Et c'était, blancs. voilà, globalement, Oui. c'était un peu Ouais. genre, ah, vous êtes des sauvages, du coup, étiquette cannibale. Ouais. Quoi. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de tracer une histoire précise du cannibalisme à cette période. C'était la mode à l'époque. Ah, ma voix, tous mes potes le faisaient. Mais voilà, du coup, l'anthropophagie a très probablement existé depuis la naissance de l'homme, depuis la préhistoire, parce que par survie, on suppose que des hommes préhistoriques ont été susceptibles d'avoir recours au cannibalisme. Hmm. Et justement, en parlant de type de cannibalisme, je vais vous parler des différentes formes. Donc déjà, je vais commencer par le cannibalisme médical, puisque pour rester sur le lien avec les grandes découvertes, c'était assez hypocrite d'aliéner ces populations-là, puisqu'il y avait une forme déjà de cannibalisme dans les pays européens de cette époque, donc le XVe siècle. Par exemple, un produit médical, un médicament qui était très utilisé à l'époque était la momia. Et donc, c'était de la chair de momie en poudre. Donc, on faisait, qui était tirée genre des momies égyptiennes. On prenait la chair des momies, on la réduisait en poudre. Et ça faisait une décoction médicinale qui était très plébiscitée à l'époque, qui permettait apparemment de soigner l'épilepsie, les hémorragies, les bleus, les nausées Ah ouais. et beaucoup d'autres. C'était Produit miracle, quoi. Voilà. Ça fait le café T'imagines- aussi. c'est- T'imagines les médecins à l'époque. Il fait une crise d'épilepsie. Trouvez-moi un mort. Trouvez-moi une momie. Une momie, vite. Quelqu'un Ah a une ouais. momie dans la salle. Ouais, j'avoue. Ouais, Je suis médecin, ramenez-moi une momie. Tu sais, on dirait un peu les décoctions de Dr Pond ou je sais pas quoi. Tu sais, c'est genre ça soigne la fièvre, les douleurs, les trucs comme Ouais, ça. là ça. c'est vraiment le jus de serpent dans la caravane. Ouais, c'est ça, c'est le mec. de ville en ville. Cette momie peut soigner le cancer. Elle enlève les envoûtements. Et vous donne la baronnie. Donc messieurs, si vous voulez faire plaisir à votre épouse, mangez de la consomme momie. Non, mais ouais. Et c'était pas la seule, parce que le sang aussi était consommé soit sous forme liquide, soit sous forme de poudre aussi, pour traiter l'épilepsie par exemple. Très bien que t'en parles, j'en parlerai après. Ah bah voilà. Il y avait également le foie, les calculs biliaires et de l'huile distillée de cerveau. De tous, momie. Pas de momie, là c'est autre chose. C'est les autres parties du corps qui étaient consommées comme des médicaments. Ah ouais, chaud. Une autre forme de cannibalisme qui est à cheval entre le cannibalisme médical et le cannibalisme de croyance rituel, dont je vais parler juste après, c'est le cas de la Chine, il y a environ 2000 ans. Une forme commune de cannibalisme, c'était le cannibalisme filial, c'est-à-dire qu'il y avait des fils et des filles adultes qui offraient une partie de leur chair, de leur corps, à leurs parents comme dernier recours en cas de maladie grave. Donc le plus souvent, c'était un morceau de la cuisse ou plus rarement un doigt. Voilà. Donc Ah, là, ça fait putain. partie Et, à la fois de la médecine et des croyances. C'est dans certains pays En Chine, justement. En Chine, il y a d'accord. environ 2000 ans. Ok. Et donc, pour vous parler du cannibalisme rituel, donc on a déjà parlé un peu des peuples autochtones d'Amérique qui faisaient ça par stratégie militaire, donc pour faire peur à leurs ennemis, ou pour s'approprier leur force. Là, ça faisait partie des croyances, pour s'approprier leur force vitale, leur force, leur Ouais. courage, etc. Mange le cœur, tout ça. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de symbolique dans le cerveau, l'intelligence, le cœur, Bah, l'âme. alors en même temps, tu vois les mecs qui se ramènent avec de la poudre, des canons. Toi, t'es en mode bon les gars, on a des arcs. Qu'est-ce c'est qu'on ça. peut faire de plus? Ah, et si on mangeait un cœur vivant devant eux? Tu vois, il Ouais. y a un truc, c'est vrai que en termes de rapport de force, au moins, t'as pas l'ascendant technologique, mais tu l'as psychologique. Alors, Ouais. bah, pas pour longtemps. Parce que tu parles du kourou à un moment ou pas? Oui. Ouais, voilà. Parce que les mecs les trois malins du coin là qui se sont dit, tiens, on va manger leur tête pour avoir leur cerveau. Attends la suite. Tu veux dire que ça s'est mal passé quand tu manges quelqu'un? Surtout le cerveau, tu vas comprendre. D'accord. Un autre rite cannibale funéraire dont je peux vous parler, c'est celui du peuple fort en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc un peuple de Papous.
qui, dans la seconde moitié du XXe siècle, a subi une épidémie mortelle d'une maladie qui s'appelle le kourou, donc K-U-R-U, et qui arrive quand on mange du cerveau. Voilà, ce qui est Ouais. extrêmement toxique et qui, cause des maladies. Et donc, Ça, c'est cerveau humain mangé par un humain. voilà. Mm. Et ça crée des trous dans son propre cerveau. C'est pas Jojo du tout. C'est pas joli du tout, voilà. Alors qu'il suffit de Euh. regarder Thibaut InShape. Ou Cyril Hanouna, ouais. Il suffit d'avoir la télé. Hein. Il suffit d'avoir la TNT, c'est bon, moi je t'en fais des trous au cerveau. Et donc, la raison pour laquelle les forts faisaient ce rite-là, c'est que donc c'était un rite funéraire, donc ils faisaient savoir à l'avance à leur famille leurs préférences. Et souvent, dans ces préférences, un des rituels qu'ils avaient, c'était de se faire manger par les membres de leur famille. Voilà, une manière d'être honoré. Donc, un autre exemple que je peux vous donner, c'est ceux des Magyars, donc un peuple hongrois, qui avait la réputation, donc on ne sait pas si c'est vrai, mais qui avait la réputation de manger de la viande crue, comme d'autres peuples des steppes. D'ailleurs, c'est de là dont vient le terme du steak tartare, parce que les Tartares, c'est un peuple. Voilà. Et qui donc avaient la réputation de manger de la chair humaine, de dévorer le cœur de leurs ennemis et de boire leur sang pour s'approprier leurs forces. Donc encore une fois, on est dans l'appropriation des forces de l'ennemi. Voilà. Et de leur briser les os, là. Je vais briser les os, je vais te boire ton sang. J'imagine ça à l'époque, c'est le mec qui s'envoie des messages par pigeon en mode je vais boire ton sang, je vais briser les os. Et donc le dernier style de cannibalisme, la dernière forme de cannibalisme, c'est le cannibalisme de survie, qui, comme son nom l'indique, intervient en cas de force majeure. Donc moi, l'histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est celle d'une équipe de rugby argentine, qui est racontée dans le film La Société de la Neige, donc en version espagnole et anglaise, et le titre français, c'est Le Cercle des Neiges. Très bon film. Donc, il raconte l'histoire d'une équipe de rugby argentine donc, qui a pris l'avion pour se rendre à un match et dont l'avion s'est crashé dans les Andes. Et ils ont dû survivre pendant des mois tout seuls dans la neige, dans les montagnes. Et ils ont fini par être obligés de se manger les uns les autres. Donc, une fois que les premiers qui décédaient, en fait, servaient de repas aux suivants. Parce que bien sûr, ils ont été très peu à survivre. Et donc, ils ont été forcés de recourir au cannibalisme. Et c'est ça aussi dont parle le film, c'est l'amitié, le sacrifice en tant qu'amis, les croyances et tout, parce que la plupart étaient catholiques. Et ils ont fini par être absous par le pape, puisque justement, quand ils sont revenus, tout le monde s'est dit c'est obligé qu'ils aient eu recours au cannibalisme, sinon ils n'auraient pas pu survivre. C'est un cas de force majeure. Voilà, c'est ça, cas de force majeure. Donc au début, ils l'ont caché, justement à cause de ça, parce qu'ils savaient que c'était extrêmement tabou. Et ils ont fini par devoir l'avouer, et ils ont été absous. Ouais. Absous Je crois que c'est absous par le pape. Mais c'est une histoire vraie, du coup. Et c'est une histoire vraie, ça, tout à c'est fait. passé dans les années 70. C'est années 70, c'est ça. Ouais. Voilà. Je me souviens, ça avait fait. C'est un peu le dernier gros cas de cannibalisme, un peu qui a fait. Qui a fait date. Ouais, totalement. C'était vraiment un gros fait divers. Mais c'est de l'ordre du miracle, parce que certains étaient en études de médecine, en études d'ingénieurs, etc. Donc ils ont mis à profit leurs connaissances avec beaucoup d'intelligence, et ils ont survécu avec beaucoup d'intelligence. Et donc, je vais juste finir en disant ce que signifie le cannibalisme pour moi chez Julia Ducournau. Ouais. C'est que c'est une analyse vraiment personnelle, parce que je ne suis pas forcément sûre que le film doive être vraiment décortiqué, parce qu'il peut être ressenti de manière très sensorielle. Il y a beaucoup de couches de lecture à prendre. Je pense qu'il peut y en avoir, parce que le film est extrêmement riche, mais que pour autant, si on décide que c'est juste entre guillemets, juste un film sensoriel sur une jeune femme qui découvre le cannibalisme, ça peut être... C'est très bien aussi, c'est pas forcément à intellectualiser. Cependant, j'ai quand même ressenti diverses significations, et notamment en tant que fille, et je pense pas me tromper, vu la filmographie de Julia Ducournau,
il y a quelque chose pour moi de lié à l'horreur de la condition féminine et surtout la condition corporelle féminine. Parce que c'est quelque chose dont elle parle dans Titane et dans Junior, avec voilà cette difficulté de l'adolescence, du corps qui change et qui devient comme un alien, le regard des autres sur ce corps, l'horreur qui s'y passe, tous les changements, les changements sanguinaires qui s'y passent, en particulier du coup chez les filles. Et voilà, pour moi, le cannibalisme, c'est vraiment associé à ça. C'est à la fois la female rage, donc la colère féminine, le pétage de plomb et la violence, comment dire, une violence dormante chez les femmes. Et voilà, la découverte de la sexualité, la découverte de la chair de l'autre, comment dire, les rites de passage à l'âge adulte. Parce qu'en plus, le cannibalisme, ça peut être rituel. Donc voilà, pour moi, tout ça est un peu lié. Voilà, donc moi, c'est ce que ça m'évoque, en tout cas, dans la filmographie de Julia Ducournau. Je rebondis directement sur ce que tu as dit, parce qu'en fait, c'est intéressant que tu parles de ton analyse sur le rapport à la féminité, Julia Ducournau, parce qu'en fait, dans les bonus du DVD, elle dit un peu plus ou moins ce qu'elle a voulu faire, et j'ai l'impression, en écoutant ce que tu as dit, que à l'époque, en 2016-2017, quand elle fait l'interview, elle n'a pas envie de se faire mettre dans une case par rapport à les intentions de son film, qu'elle assume plus ou moins dans Titane, c'est-à-dire que dans l'interview qui est disponible du coup dans le DVD, elle dit je veux surtout pas que les gens croient que c'est une métaphore de rapport sexuel d'une fille qui perd sa virginité et tout. C'est plus un personnage qui n'a pas la conscience d'être humain et qui se questionne son humanité. C'est-à-dire dans le film, à un moment, il y a la séquence où elle dit pour moi, un singe qui se fait violer et une femme qui se fait violer, c'est la même chose. Et dans l'interview, elle leur a dit, mais en fait, ça, c'est clairement un dialogue important pour dire, en gros, cette fille n'est pas consciente de son humanité. Et c'est pour ça qu'elle bouffe des gens, parce que pour elle, elle n'arrive pas encore à faire trop la différence. Et du coup, j'ai l'impression que ça reste quand même, comme tu dis, un rapport dans toute sa filmographie, exactement ce que tu as dit, rapport à la féminité, qu'elle n'a pas forcément peut-être voulu l'assumer tout de suite, ou peut-être, je sais pas, petit drift lors de Ou peut-être que c'était inconscient aussi. Elle l'assume beaucoup plus dans Titane. Dans Titane, c'est plus. Si on peut faire des assumé. théories, si on peut faire des théories, qui ne reste que des théories, il y a plein de choses qu'on pourrait imaginer. C'est que, est-ce que un film d'horreur féministe était quelque chose qui se produisait à l'époque En 2016 c'est le pile poil l'époque de MeToo. Tu vois, est-ce que c'est quelque chose, tu vois, qui aurait pu être un argument de vente au niveau du tournage? Je sais pas si ça a commencé en 2016 le tournage, mais voilà, au moment où elle a non, fondu le scénario, c'est parce que dans les bonus, elle explique qu'elle était souvent en relation. C'est-à-dire que Garance Marillier, donc l'actrice principale, a été repérée en 2011 sur Junior, et elles sont restées en contact. Et donc dès après Junior, donc c'est-à-dire 2012-2013, elle était au courant qu'il y avait un film qui s'appelait Grave qui allait sortir. Et au départ, elle n'était pas pressentie parce qu'elle était trop jeune. Et plus le temps a passé, qu'elle faisait des moutures et qu'elle trouvait des financements, plus en fait elle grandissait, elle disait en fait je peux avoir le rôle maintenant. Donc il semblerait que Grave, il y a au moins eu peut-être 2 voire 3 ans de gestation. Donc c'est forcément avant MeToo. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le truc de j'ai pas envie d'être enfermé dans la case des réals féministes. J'ai envie d'être considéré comme réel avant d'être considéré comme une femme. Oui, c'est possible aussi. Ce qui est souvent le souci. Et ce qui est pour moi c'est pour ça que je l'admire particulièrement aussi, Julia Ducournau. Il n'y a aucun mal à être une réalisatrice féminine et à vouloir parler uniquement de sujets féminins, parce que il y a des réalisateurs masculins qui parlent de sujets uniquement masculins et personne ne leur en veut. Mais c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup, c'est qu'elle a réussi que je l'admire, je veux dire, c'est qu'elle a réussi à faire fermer son claquet à tout le monde, et que c'était pas genre regardez, une femme réalisatrice, c'est une réalisatrice de genre qui nique tout, et que ce soit une femme ou un homme, on s'en fout parce que c'est trop bien, et le genre est même plus sur le tapis, quoi. Mais ça fait depuis je sais pas combien d'années, en 2016 en tout cas, c'était vraiment un gros pavé dans la mare, parce que même à l'époque de la French Horror, un film de genre aussi, on va dire, pas autant de fond. Non mais au-delà de ça, un film de genre aussi extrême, et tu vois, il y a des séquences qui sont vraiment bien dures, n'avait pas fait autant de bruit, n'avait pas été créé consensus. C'est-à-dire, t'avais pas la critique qui l'avait vraiment saucé comme ça, t'avais pas le public qui avait suivi derrière. Même à la French Extremity, c'était des trucs qui étaient déjà jugés pour être très série B, très sale gosse,
pas bien maîtrisé sur plein de points. Ouais, c'est ultra punk en fait. Donc, Et c'est c'est ultra ça bien qu'il maîtrisé. faut Je pense que que- c'est peut-être le premier film d'horreur féministe, en tout cas de ma connaissance, qui Mm. arrive à aligner autant les étoiles comme ça. C'est Mm. vraiment entrée en scène de Julia Ducournau, mais genre perfect, 20 sur 20 quoi. Ouais. Elle a vraiment, elle s'est imposée quoi. Et moi, le seul cas, en tout cas, qui me vient en tête de film, entre guillemets, violent ou voilà, réalisé par une femme, et justement ce qui avait fait parler, c'est Point Break de Catherine Bigelow. Donc Oui. Catherine Bigelow, elle a pas fait que Point Break, elle a fait Alors- aussi Des mineurs, Zero Dark Thirty. Ouais. Et elle a eu l'Oscar du meilleur réalisateur, donc l'Oscar de la meilleure réalisatrice pour Des mineurs. Mm. Et justement, à l'époque, donc 91 Point Break, c'était genre ah mais vous êtes une femme et vous Ouais. montrez de la violence comme ça. Donc voilà, les réalisatrices, quand elles avaient le peu de possibilités qu'elles avaient de réaliser, on leur accordait entre guillemets de faire que des films doux. Par exemple, il y a beaucoup de cinéastes femmes qui ont fait des très bons films, mais elles étaient cantonnées à un cinéma féminin plutôt. Ouais. Et du coup, c'était très mal vu. Une femme comme Catherine Bigelow était très mal vue parce qu'elle faisait entre guillemets du cinéma d'homme Ouais. alors qu'elle était une femme, quoi. Gros actionneur. Ouais, il voilà, faut, c'est ça. Un autre, vu qu'on est dans un moment des petites refs, Ouais. une autre réalisatrice américaine qui a fait beaucoup parler d'elle pour son film, surtout pour la violence qu'il y avait dans son film, c'est Mary Harron qui a réalisé American Psycho. Oui, Ouais, tout à l'époque. fait. Ouais. Où j'allais penser à Lynn Ramsey, réalisatrice un peu méconnue, américaine, je crois. Du coup, Non, elle est écossaise. écossaise, réalisatrice écossaise, du coup, là aussi, qui fait des films très violents, très durs, que ce soit psychologique comme physique. Psychologiquement, We Need to Talk About Kevin, c'est Ouais. Mm. Bah, c'est le rapport. traumatisant. Je vous encourage à le lire ou à le voir. Les Ouais. deux sont très bien. C'est un livre extrêmement bien sur le rapport entre une mère et un fils et surtout le rapport à l'éducation. Enfin, en le lisant, en voyant le film, tu te dis putain, le gamin, c'est un enfoiré. Et en lisant le bouquin, tu te dis en fait non, c'est le daron. Mm. C'est le daron. Mais le daron. Mm. Des claques. Pardon. Mm. Parenthèse fermée. Bref. Putain, il y avait un dernier truc que je voulais dire. Oui, et Lynn Ramsey est aussi sur la croisette actuellement, en tout cas sur l'édition 2025, avec un nouveau film. Donc Die My Love, de ce que je vois. Exactement. Qui, d'après les quelques retours que j'ai vus pour l'instant de certains chroniqueurs, crée la discorde. Qui D'accord. disent chef-d'œuvre ou gros navet. Il y en a beaucoup qui créent la Discord. Pareil, Ouais. le dernier Ari Aster aussi, apparemment, c'est compliqué. Ouais, à Ouais. ce type, il est mid. Enfin, les gens sont un peu en mode on sait pas trop. Quoi. Bah, Ouais. ils divisent, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Bah, je peux enchaîner si vous voulez sur la Oui, suite. oui, du coup, c'est Vas-y. toujours à toi. Vas-y. Bah pour ma chronique, en fait, je vais commencer. Moi, je vais vous parler donc du cannibalisme, forcément, parce que chronique culinaire. Pas de dégustation, curieusement. Non, pas envie. Déçu. Déçu, Camille. Comme le cannibalisme, il y a beaucoup de films d'horreur qui parlent de ça. C'est même un sous-genre à part entière. Je vais pas vous dévoiler tous les secrets du cannibalisme. Pour l'instant, on garde les jetons. On va parler de choses qui concernent grave, c'est-à-dire de choses par rapport à ce que mange Justine dans le film pour garder du coup des tickets pour les prochains films de cannibalisme parce que c'est très grand, c'est très large, c'est comme la bière. Avant de passer à la chronique, petit gros disclaimer, je vais parler de troubles de l'alimentation, de TDA. Donc voilà, c'est des troubles reconnus, psychologiques, qui doivent être suivis. C'est très grave, donc on parle d'anorexie, il y en a plein d'autres, là on va parler notamment avec du cannibalisme. Mais c'est des troubles à ne pas prendre à la légère. Si vous avez des symptômes ou quoi que ce soit, voyez quelqu'un, parlez-en, c'est important. Les symptômes, ça peut être dû avec du stress souvent, une mauvaise condition de vie. Donc là, on va en parler dans un cadre de fiction et tout, mais ça existe, ce n'est pas à prendre à la légère, c'est grave. Ceci étant dit, moi je fais attention à mes gourmettes, et donc si vous voulez être cannibale, c'est bien, mais faites-le en connaissance des risques. Donc on va voir tout ce que notre petite Justine risque en risque alimentaire en mangeant des bêtises comme ça dans le film, parce qu'elle mange des choses et c'est pas très bien. Parce qu'il y a plein de conséquences on va dire, alimentaires à l'ingestion d'aliments qu'elle fait dans le film. On va commencer chronologiquement par le lapin cru, un rein de lapin cru. Et il y a un danger d'intoxication alimentaire. Bah, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Elle se chope une allergie. Ouais, Ça peut une mais allergie là, avec l'œil, pas avec le lapin. Avec l'œil. Après avoir mangé l'œil durant le bizutage. C'est là pas où... un œil, un œil. justement, C'est c'est ce un que rein dit de Camille, lapin. c'est un rein de Ah, lapin. pardon, dans ma tête, c'était un œil en fait. il n'y a pas d'œil qui se sont mangés, mais on va y venir après à l'œil. Y a pas Donc, de il y a jeu. rein de lapin cru, il y a un danger d'intoxication alimentaire en plus de réactions allergiques. Alors, aussi, ce que je veux le dire maintenant, mais Julia Ducournau s'est appliquée, je pense, elle s'est renseignée
pour que ce soit assez crédible, pour que le personnage mange et ait des réactions qui sont équivalentes au risque qu'elle fait. Parce que des fois, on peut voir des films de cannibales où ils mangent des corps humains entiers. Et on a vu avec le kourou, avec plein de choses, les mecs ils sont séchés, ils ont la chiasse de leur vie. Mais et ça, ils meurent, c'est quoi. parce qu'il les cuisine pas bien. Ça va. Oui. Tu mets un peu de curcuma. Et ben, c'est on bon. y vient justement, dis-toi. Oh Bah oui, parce que je fais attention. Donc, danger d'intoxication alimentaire pour un rein de lapin cru, parce que le lapin, comme beaucoup de viande crue, bah, ça peut contenir des bactéries pathogènes, comme la salmonelle, la campylobactère ou la trichinellose. C'est des gros noms pour dire pas bien. Trichinellose, c'est des petits vers qui sont littéralement dans la viande. Et du coup, si tu manges la viande crue, et bah, les vers ils vont pousser à l'intérieur de toi et ils vont dire ouais, c'est la maison. Et voilà, et ça va être horrible. Donc ça peut provoquer des intoxications alimentaires très graves jusqu'à la mort dans certains cas, parce que ça déconne zéro avec avec ces bactéries. On le rappelle, quand tu manges quelque chose, ta flore intestinale, c'est des bactéries. Si elle découvre une bactérie qui n'est pas bonne, et ben ça flingue ton système digestif. C'est pour ça que tu as la chiasse, parce que ton corps se purge. Et s'il n'arrive pas à se purger parce qu'il n'a plus rien du tout, et ben tu meurs parce que ça rentre dans le sang. Et du coup, voilà. Donc, rein de lapin cru, non, non, non. Et bonus, rein de lapin cru, la viande de lapin cru peut contaminer un aliment avec lequel elle est posée. C'est-à-dire que tu mets un rein de lapin cru dans une... quoi. Bah, tu mets ton rein de lapin cru dans une salade, 20 minutes. Ta salade, elle contient de la salmonelle, etc. Ou la bactérie qui est dans le rein de lapin cru. Donc la viande de lapin cru, attention, faut mettre à part et tout, c'est à cuire de préférence, même obligatoirement, surtout pour le lapin. Et tous les gibiers en général. Les gibiers, c'est ceux qui peuvent le contenir le plus facilement on va dire de vers. D'agents pathogènes, genre du cerf, du sanglier et tout ça. Bah, tu sais pas ce qu'ils ont bouffé comme gland dans la forêt. Et des fois, ils ont pas de vermifuge à disposition. La dinde crue, c'est pareil. Certes, Justine dans le film, elle mange de la dinde crue qui est sous vide, mais ça reste quelque chose qui. Il y a des cas de salmonellose, il y a des cas de surtout indigestion, parce que bah, ton corps, pour digérer ça, bah, il va avoir plus de mal, donc c'est cacaboudin. Maintenant, on va passer. Ouais. En fait, on va loin, ce qui me fume, c'est qu'on est passé d'un segment très sérieux en mode oui, voilà, c'est très sérieux, les TDA et tout. Alors, ah la viande crue Imagine ton médecin il dit ça. Ah, ça c'est cacaboudin. Ah, ça c'est cacaboudin. La plupart des choses que je vous donne, c'est grosse chiasse. Hein. Tu repeins les murs là. Ok. Sauf les cheveux. Les cheveux, là, on rentre dans l'humain. Les cheveux, manger ses cheveux, c'est un trouble alimentaire qui s'appelle la trichophagie. Et c'est manger des cheveux arrachés du cuir chevelu. Donc, c'est pas forcément les tiens. Hein. Tu peux manger celui de ton voisin si t'as vraiment très faim. Dans les cas extrêmes, cela peut créer des trichobézoars. Et qu'est-ce que c'est ? En fait, un bézoar, c'est un amas de choses semi-digérées, non comestibles, qui va s'entasser dans ton tube digestif au niveau de l'estomac et qui va faire quelque chose de solide. Donc, quand tu auscultes, dans les pires cas, ça obstrue ton conduit alimentaire, ton tube digestif, pardon. Et donc, quand on te fait une auscultation, pouf, on te sort une masse de cheveux de la taille de ton estomac, condensée, compacte. Et donc ça, des trichobézoars, c'est essentiellement des cheveux, mais tu as ça avec des ossements, avec plein de choses que tu avales et qui sont pas digérées, qui n'arrivent pas à être digérées par ton corps. Ton corps, c'est pas du desktop, il n'arrive pas à digérer tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc ça peut avoir des conséquences comme l'alopécie, donc c'est calvitie précoce. Si tu t'arraches le cuir chevelu à longueur de journée, bah en fait, au bout d'un moment, ton cuir chevelu est traumatisé et il va plus pousser normalement. Donc, même pour une femme, tu peux avoir une belle calvasse. Donc ça donne des constipations, puisque ton tube digestif est occupé. À la différence, ça peut faire des diarrhées, etc. Donc tu fous en l'air ta flore intestinale parce que c'est pas censé être digéré des cheveux. Voilà. Maintenant, on passe aux doigts crus. Parce que justement, c'est la première chose cannibale que Justine mange, c'est le doigt de sa sœur avec mention goût curry. Elle dit ouais, t'as un goût de curry. Donc je mets la carte contre Uno. D'après un reportage du Monde, ça n'a pas le goût de curry, la viande humaine. On aurait le plus le goût du porc parce que possédant beaucoup de similitudes au niveau des organes avec cet animal-là. D'où je tire mes sources de cannibales. De tes expériences personnelles, Camille ? Cannibal.fr. Ouais, cannibal, petit forum, voilà. Ouais, charal.com. Pardon. Il a dit quoi là ? Charal.com. Ouais, j'ai bien entendu. Non, mais- Putain. Pardon. Mais donc voilà. Supposition confirmée par Karl Denke et Fritz Haarmann, deux tueurs en série cannibales allemands du dernier siècle qui
étaient débouchés. Ils se sont dit tiens, on va me prendre un mec, on va le mettre dans le hachoir et on va le vendre aux gens et on va voir ce que ça donne. Et donc ils ont confirmé que ça avait le goût du porc. Ok. Donc s'ajoute à cela donc manger un doigt, donc ça a plus le goût du porc, mais un doigt cru. Donc les maladies infectieuses citées plus haut, comme on a dit, salmonelle, tout ça, avec bonus de la propreté du dit doigt. C'est-à-dire que le doigt, s'il est tombé sur ta carpette où t'as pas passé le ménage, bah, il se prend tout ce que t'as comme bactéries du côté. Et dans le cas du film, Justine, elle mange un doigt qui a été léché vite fait par le chien. Donc on sait pas trop le chien. Voilà, un chien, ça se lèche les couilles, ça se lèche beaucoup de choses dans la rue. Donc sur ce doigt en particulier, du curry potentiellement, s'il a du goût. Donc pas ouf. Il y a aussi tout un rapport à boire du sang, mais ça, ce sera pour une autre fois, puisqu'elle ne boit pas du sang. Mais enfin, si, il y a la sœur de Justine et boire du sang, en fait, si tu bois du sang cru, le boudin noir, c'est bien parce que c'est cuit. Mais si tu bois du sang cru, bah en fait, ça va faire un caillot de sang, comme quand tu saignes du nez, et donc ça va solidifier dans ton estomac. Et du coup, ça aussi, tu peux pas le digérer. Et si cet apport de protéines passe dans ton sang, bah comme tu as plein de protéines, tu vas avoir ce qu'on appelle un choc sanguin. Tu vas avoir trop de protéines pour pas assez d'oxygène dans ton sang. Donc tu vas être essoufflé comme ça. Et voilà. Donc si tu veux jouer au vampire, le fais pas. Parce que en fait, tu vas clamser très vite. Écoute, tu fais bien de me le dire, je vais changer mes plans pour ce Non, week-end. Mais voilà, parce que je sais que on se dit souvent, ouais, cannibalisme, qu'est-ce que c'est pas bien, mais on sait pas pourquoi c'est pas bien. Et ben moi, je le dis, voilà, je dis les choses. Tu dis les termes. Tu dis que le cannibale c'est mal. Et ça, on peut pas te l'enlever, Pas Camille. bon et pour ça, la santé. ça te tu rend vois. beau, Camille. Ça te rend, Mais ça te oui. rend fort, ça te rend puissante. Ça te donne une importance dans la France. Je fais mon métier avec passion. On passe aux lèvres, parce qu'à un moment, Justine va savoir pourquoi elle mange ses lèvres. Il y a des lèvres qui sont mangées, je sais plus lesquelles. Mais... C'est Celle dans du la père. scène où elle est en bleu et il y a un mec en jaune. Elle Et s'amuse à faire petit bleu et petit jaune. Ouais, voilà. Donc les lèvres, ça s'appelle la kéilophagie aussi, manger des lèvres ou ses propres lèvres. C'est un trouble alimentaire aussi qui consiste, bah, voilà, comme j'ai dit, à manger les lèvres. C'est très dangereux aussi parce que ça peut aboutir à une ulcération profonde des lèvres parce que tu fais des plaies béantes, à une chéliite, c'est-à-dire voilà, tu sais ce que c'est, j'ai l'impression, Sarah. Non, toi j'ai eu l'image de vraiment la fente qu'il avait dans les lèvres, le mec dans le film. Ouais, Ouais. bah m'a ça c'est une dégoûté. grosse, ça met du temps à cicatriser parce que c'est une muqueuse. La chéliite, c'est des lèvres gercées mais en hardcore, c'est-à-dire vraiment la plaie est généralisée, ça craque et tout. Ouais. C'est très profond. Et ça peut donner aussi des inflammations traumatiques. Donc ça peut être associé aussi à de l'autophagie parce qu'il y a dans des cas extrêmes, les gens s'arrachent littéralement des morceaux de lèvres et donc ça fait des cicatrices et tout ça. C'est dangereux comme on a dit parce que la bouche c'est plein de bactéries, c'est plein de choses, c'est pas fait pour être à l'air libre comme ça. Donc là aussi, on va dire inflammation traumatique, bah t'as les lèvres qui sont bombées comme ça, Mm. sont enflammées, tu peux rien manger, cacaboudin. On passe à l'œil. Parce qu'à un moment, il y a dans une soirée une Oui. meuf qui lèche l'œil d'un autre gars, d'un monsieur. C'est consenti, on se le... Voilà. Le consentement est présent. Sauf que j'ai fait ma petite recherche. Donc on est dans ce qu'on appelle de l'oculolinctus. C'est le petit voisin du cunnilingus et de l'anulingus. Mais version œil, quoi. Version œil, exactement. Et là, pour le coup, même si ça peut être consenti et une pratique sexuelle adulte, c'est pas recommandé du tout parce qu'en fait, il y a un gros danger d'infection. Pas Ah forcément, bon? pas forcément pour celui qui lèche l'œil, mais pour le Pour les lécher. yeux, Bah ouais. C'est ça, parce qu'en fait, la langue, elle contient beaucoup de bactéries et ça peut provoquer des conjonctivites assez hardcore. En plus de t'abîmer la cornée si tu vas vraiment Ouais. comme un sagouin. Et pour le lécheur, à ce qui paraît, ça aurait un goût d'huître. Voilà. Ah bah voilà. Ouais, métaphore culinaire et c'est Ouais, approprié. exactement. Donc Ah, on et du arrive coup, si on met un petit peu d'échalote et de vinaigre sur l'œil, dans l'œil Ouais, on peut le de manger. quelqu'un du de coup. vivant. Du coup, je peux le manger, ça va, ça sera bon. Bah écoute, j'ai cherché sur internet qu'est-ce que ça faisait de techniquement manger un œil mais mort d'humain. Bah, j'ai pas vu, il y a pas de. Bah, j'ai l'impression qu'en tout cas, Bizarrement. Les gars, c'est pas comme le cerveau ou des trucs comme ça. Il y a pas de bactéries propres à Il y a moyen l'œil. de faire un truc là. Bah, faudrait demander à Jeffrey Dahmer ou je sais pas quoi qui ont mangé les yeux, tu vois. Mais voilà. Donc là maintenant, on passe au cadavre parce qu'à un moment, il y a toute une scène où Justine, on lui donne à manger un cadavre. Enfin, on la fait prendre pour un chien, etc. Dans le film. Elle ne mange pas le cadavre, elle ne mord pas dedans, mais au cas où, pour les trois du fond qui se seraient dit, en vrai, il peut pas bouger, donc en vrai, ça passe. Un cadavre, c'est non. Clairement. Vous prenez tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire tout le récap, plus, vous rajoutez
toutes les maladies dues au fait de la décomposition. Mm. Voilà. Donc un cadavre, c'est encore pire parce qu'un cadavre, c'est quoi? C'est des bactéries qui fermentent. C'est des vers. C'est des vers, c'est Des plein de mouches. choses, c'est des mouches, c'est du gaz en décomposition, c'est de la gangrène. Donc, non, double non. Déjà, Mm. manger quelqu'un d'humain, pas ouf, vivant non plus, et mort, encore moins. Voilà. Encore moins. Voilà. Donc préférez les gens vivants. Bah si vous ouais. voulez. Ah bon, ouais. tant qu'à faire, oui. Bah, la viande sera plus fraîche, quoi. Disons que si j'ai un bilan à faire global, c'est cuisez toujours. Dans le risque, faites cuire. Toujours. Viande crue, que ce soit humain, que ce soit ta sœur, que ce soit un poulet, fais cuire. T'évites majoritairement beaucoup de choses. Ok. On passe au dernier truc, c'est la morsure. Il y a danger. Parce qu'à la fin, il y a le père qui montre Ah, ma fille, j'espère que tu te soigneras mieux. Mm. Il y a beaucoup de morsures dans le film. La morsure humaine, c'est un des trucs les plus infectieux possibles. Parce qu'en fait, du coup, comme je l'ai dit, la bouche contient beaucoup de bactéries. Et quand tu mords jusqu'au sang quelqu'un, tu transmets directement ces bactéries dans le sang. Et donc, ça peut très, 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 très rapidement s'infecter avec des bactéries humaines comme les streptocoques A et B. Donc, c'est généralement, en fait, les streptocoques, c'est des bactéries naturelles qu'on a dans le tube digestif, donc par là, et dans le tube respiratoire, pardon. Donc, c'est des choses qui sont naturelles là où elles sont. Mais quand c'est mis dans le sang, ça fait un sbeul pas possible. Après, tu peux faire toutes les maladies sanguines transmises par le sang, ça se fait. Les hépatites, le sida, ça passe par les morsures, aussi jusqu'au sang. Et c'est une infection qui peut dégénérer, se propager jusque dans les os et les articulations, suivant dans quel endroit c'est fait. Par exemple, il y a beaucoup de morsures qui s'appellent des morsures de combat. C'est quand tu frappes quelqu'un à la bouche et du coup, tu t'écharpes on va dire, la main Oui, sur une dent, ouais. sur l'articulation. Donc, il t'a pas mordu la main, mais tu t'es fait avoir comme ça. Et ben ça, l'infection peut se propager jusque dans tes articulations, jusque dans tes os, jusqu'à bloquer ta main et à faire vraiment une infection propagée assez énervée. Donc, dans le cas du papa et dans le cas de Justine, avant et après chaque morsure, il faut bien désinfecter. Parce que sinon, ça dégénère très très vite. D'accord. Parce que je peux vous dire, une surinfection, vous n'avez pas envie. Ouais. Voilà. C'est tout pour moi. Donc, petit cannibale en devenir, faites cuire vos aliments, s'il vous plaît. Vous êtes prévenus. Voilà. Cannibale, oui, mais avec passion et avec cuisine, attention. Et oui, hein. écoute, moi je fais des chroniques culinaires, je suis pas là pour enfiler des perles, donc je vous donne des conseils culinaires. Voilà. Eh oui. 5 ans plus tard, 8 corps retrouvés dans un jardin. On se demande, mais comment vous avez fait pour vous débarrasser des victimes? Alors, j'ai écouté ce podcast. On dit de manger tout sauf le rein, et surtout pas le cerveau, même cuit. Bon, alors, au début, je mangeais cru et j'ai entendu ce mec. Je me dis, mais waouh! Et depuis, du jour au lendemain, j'avais plus la chiasse. C'était incroyable. Non, vraiment, Camille Poinard. Ce n'est pas, je suis élu partout. Bon, les cancel depuis. Shout out. Bah écoute, voilà, ceci étant dit, tu peux passer à ta chronique. Bah écoute, on va passer à ma chronique. Alors moi, du coup, je voulais juste voir un petit peu. Alors déjà, je l'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à regarder ce film parce que c'était une période dans laquelle j'allais pas super bien. Et du coup, se taper grave quand on va pas bien. Ouais. Oh pétard, c'est quelque Ouais, chose. c'est Ouais. vénère. C'est pas ouf. Mais j'ai réussi à le faire. Et en fait, un des éléments qui m'a permis de prendre du recul par rapport au film, c'est de trouver un angle en fait pour comprendre ce film autre que par le côté cannibale. Ça a été le rapport à l'addiction en fait dans ce film. Ce film parle d'addiction. Alors ça va être des fois ça va être un petit peu tiré par les cheveux. Auditeur, auditrice, je m'en bats les couilles. Ce que veut dire Antoine, c'est que son avis n'engage que lui. Voilà. Exactement. Et puis on est là pour s'amuser aussi. Moi, Voilà. j'ai jamais été. Moi j'étais très sérieux, hein. Le cerveau, même cuit. D'accord. laisse Toi, tomber, toi, hein. tu veux aller en prison. Mais moi, je suis là pour m'amuser. Voilà. Donc, j'ai jamais dit que j'étais pro sur le sujet et de l'addiction ou du cannibalisme. Donc voilà. Mais C'est ton il y a- interprétation du c'est film. ça. En tout cas, Mais en tu as tout cas, je trouvé. trouve qu'il y a des signes en tout cas, il y a des scènes qui traitent du rapport à l'addiction. Quand on peut y voir un rapport à la drogue, en fait, dans le lien qu'elle a avec le cannibalisme, Justine. Déjà, prenons le point de départ. Elle vient d'une famille très puritaine. C'est une famille, moi ça fait partie des familles qui surprotègent leur enfant. Donc la première scène du film, c'est Justine qui se retrouve avec un peu de viande dans son assiette
Sa mère Ah oui. pète un câble en mode comment ça ils ont mis de la viande dans ton assiette, Mm. c'est n'importe quoi, je me lève, je vais les engueuler. Et elle a un t-shirt licorne à ce moment-là dans le film. Mm. Ouais. Donc, symbole de l'innocence, Ah oui, ouais. de la Turbo. virginité, C'est ça. Turbo assumé, juvénilité. c'est turbo assumé dans l'interview. Elle Ouais. le mentionne, elle dit ouais, Mm. le truc licorne et tout. Ah ouais, bah, ça, Ouais. j'ai trouvé ça. Ouais, donc voilà, on a affaire à vraiment quelqu'un de très innocent et qui a un rapport à la nourriture qui est pas dingue. La preuve, c'est qu'est-ce qu'elle mange. Tim, qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange de la purée, donc comme quoi chacun sa polenta. La polenta de, la polenta de Grave, c'est la purée dégueulasse des selfs d'autoroute. Et en même temps, Bah, on le les flunch, comprend. hein, let's go. Ouais. Eh oui. RPZ. Et du coup, voilà, on est dans une famille qui surprotège. Et ça, dans des rapports d'addiction, ça peut arriver. Des familles qui surprotègent leur enfant, bon, bah, quand l'enfant sort du nid et qu'il arrive dans un endroit où on peut tester ses limites, par exemple une fac, Genre la colline du crack. alors, c'est une école à part entière, c'est un C'est apprentissage. l'école de la vie. Ouais, la colline du crack. Parce que la colline du crack, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux devenir sprinter, tu peux être nu Commercial. dans la neige sans avoir froid. Enfin, il y a C'est plein de bivouac capacités un que tu peux peu, avoir. c'est les scouts version parisienne quoi. Bah oui, voilà, sauf qu'à la place des badges, t'as des cicatrices. Du coup, voilà, quand même, moi, tu vois, je l'ai vécu un petit peu aussi comme ça. Moi, je viens d'une famille où même un panaché, on me disait non. Mm. Pour Parce l'alcool, que- tu veux dire. Ouais, parce qu'il y avait de l'alcool Mm. dedans. Du coup, quand j'étais en mode lycée, j'ai eu des potes qui allaient au bar. Je suis en mode, attends, vous pouvez aller au bar Mm. et ils vont quand même nous servir une Mm. bière. Cet endroit de Mais perversion. c'est une dinguerie. Et du coup, en fait, c'est un peu ça qui va arriver pour elle, je pense, parce que quand elle va manger ce foie de lapin, c'est ça? Ce rein de lapin. Ce rein de lapin, merci. Attention. Elle va avoir une réaction. Donc, elle va aller et tout chez la médecin de l'université, Infirmière. infirmière de l'université, merci. Et en fait, pour moi, ça renvoie un petit peu à la première clope, à la première bière. Bah, on a une réaction physique, quoi. Mm. Tous ceux qui ont fumé pour une première fois ont toussé. Mm. Tous ceux qui ont bu pour la première fois ont peut-être vomi ou alors ont eu un goût mal dans la bouche et tout. Donc, il y a une réaction physique, en fait, à tout ça. Ça dépend quelle dose. Ça dépend quelle dose, ça dépend qui. Mm. Mais tu Ouais. vois, si tu commences par ta première cuite, par exemple, Ouais. souvent, quand t'es pas habitué, Là, je te t'as une rejoins, réaction hein. physique, tu Mhm, vois. Tout à fait. Et pourtant, t'y retournes. Oui. Pourtant, t'y retournes. Moi, j'avais. Alors, du coup, ça, c'est possible qu'il y ait toutes les symboliques qu'on y voit. Moi, pour le coup, j'avais plus associé ça à la puberté, comme Alors, je disais tout à l'heure. Encore une fois, ça ne parle pas d'addiction, ce film. Oui, toi, c'est mais je pense que si. Je pense que d'une certaine manière, Écoute, si. c'est ton avis. Tu Oui, mais en fait, c'est ça, Non, c'est mais files de le toute temps, façon, que ce soit que Julia Ducournau ait voulu le dire ou pas, on s'en fout. Si tu as vu cette lecture-là, c'est qu'elle est vraie d'une certaine manière. Je suis légitime et validé. Voilà, tu es Sarah. légitime validé bébou. Voilà, je pense que, enfin, pour moi, le parallèle à l'addiction est totalement légitime, et d'autant plus que, enfin, moi, effectivement, si j'y ai vu une métaphore de la puberté dans ce truc-là, c'est que pour moi, la puberté, l'adolescence va aussi de pair avec les addictions. C'est Mhm. là où on découvre l'alcool, Ouais. potentiellement Avec les la interdits. drogue, Mhm. avec les interdits, on découvre la sexualité. Donc pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Mm. C'est juste que je rajoutais ce truc-là. Oui, carrément, ça se rejoint. Enfin, en tout cas, ça se complète sans s'annuler. Mais du coup, on a du coup ce personnage, Justine, qui vient d'une famille qui lui met qui lui donne un rapport de honte, en fait, au fait de manger de la viande, voilà. C'est diabolisé. Ouais. D'interdit, c'est diabolisé. Et du coup, au début, comme ceux qui viennent des familles très bourgeoises, voilà, parce que quand même, famille de vétérinaires. Quand t'es dans un village et qu'il y a une famille de vétérinaires, ils vivent bien, les mecs. Hein. Ouais. Là, qu'est-ce qu'elle fait du coup quand elle découvre la viande? Elle va, toujours dans un rapport de honte, elle va en voler à la cafétéria, elle va la mettre dans sa poche parce qu'elle a honte et tout. Quand on va la choper, elle va demander est-ce que les gens m'ont vu, tu vois, est-ce que les gens m'ont vu boire cette bière, est-ce que les gens m'ont vu fumer ce joint, parce que moi j'ai pas envie d'être perçu comme ça, tu comprends? J'ai pas été éduqué de cette manière. Et ça encore pour moi ça rejoint ce truc de tu apprends à connaître de la drogue, de l'alcool et tout, mais t'es encore sous l'influence de l'éducation de tes parents. Et sauf qu'elle va vivre quelque chose que beaucoup de gens qui ont connu l'addiction connaissent, c'est qu'elle va avoir un environnement qui la pousse à l'addiction. Les études compliquées, parce que les études vétérinaires, putain, c'est compliqué. Hein. La sociabilisation qui est compliquée, parce que Justine, c'est une fille qui est quand même renfermée sur elle, quoi. C'est une fille qui a un pote, sa sœur, et ensuite
C'est un Tu vois, pote coloc, ouais. Ouais, dans son pote coloc, dans les soirées, elle est pas à l'aise au début. Non, mais Ouais, c'est la elle est montrée première. comme une gamine en plus. Voilà. Ouais, c'est ça dans Qui le. sait pas, elle sait pas s'épiler, elle met des t-shirts licornes, elle a des petites culottes à fleurs. Ça. Elle est vierge aussi, ça c'est un des Ouais. aspects Ouais. du film qui Ouais, était ça, mentionné c'est- à un moment et c'est important. Dans le pitch, elle a 16 ans. Hein. Ouais. Elle est surdouée, donc c'est-à-dire qu'elle a Ouais. sauté une classe, donc elle n'est pas censée être en études supérieures maintenant. Donc c'est-à-dire littéralement une gamine qui est propulsée dans un milieu d'études supérieures. Mm. Donc tous les mecs qu'elle croise, même ceux qui sont en première année avec elle, ils ont peut-être 2-3 ans de plus qu'elle. Donc ouais, c'est. Et on s'en souvient tous, on a tous fait une école ici, première année d'études. La sociabilisation, c'est un gros enjeu, quoi. Ouais. C'est un gros enjeu, c'est quelque chose qui est assez stressant et c'est quelque chose qui peut, selon la sociabilisation, selon les rituels de sociabilisation, qui peut te pousser à l'addiction. Ouais. Parce que c'est De ouf. c'est compliqué de parler à quelqu'un dans une soirée. Tu vas me servir un verre. Mm. T'as un feu. Tu vois, c'est des Ouais. petites phrases comme ça qui t'amènent à plus simplement lancer une conversation. Et Ouais. ça désinhibe aussi, c'est Ça plus désinhibe. facile Surtout, de ça parler aux désinhibe. gens quand tu es sous l'effet de la drogue ou de Et l'alcool. l'effet de groupe, c'est-à-dire que si tout le monde boit, tout le monde fait des trucs comme ça, tu vas vouloir pas être le seul clampin qui fait rien. Tu vois. Carrément. Et du coup, genre, quand t'es dans cet environnement, que t'as des études qui sont hyper compliquées, tu passes ton temps à travailler, la sociabilisation, c'est compliqué, il y a du bizutage à longueur de journée, donc c'est Violent. hyper violent. Ouais. Ça pousse à l'addiction. Mais pourquoi ça pousse à l'addiction, en fait? Pardon. Ça va? Ouais, excuse-moi, j'ai juste à être travers. Oui. Tu peux reprendre ta phrase. Je vais... Désolée. bleu. Du bizutage à longueur de journée. Ça pousse à l'addiction. Mais pourquoi ça pousse à l'addiction? À votre avis, et je vais vous poser la question, réfléchissez de manière très simple à la réponse. Pourquoi est-ce qu'on se drogue? Pour échapper à son quotidien. Plus simple. Ah, moi, c'est pour ça. Hein. Non mais Ah. c'est hyper lié, mais Alors, c'est une intervention, je sors une hyper pancarte, Camille. hyper simple. Pourquoi Ouais, ça permet de s'évader Pour au quotidien? s'anesthésier. Pour oublier, Parce je que sais ça pas. fait du bien. Oui, Ça fait- pardon. la drogue, ok. ça fait du bien. Je suis juste L'alcool, traumatisé, ça moi. fait du bien. Ouais. Tu vois, c'est Mm. ça, c'est un truc que même Darmanin n'a pas compris, quoi. C'est non mais c'est quand même quelque chose. La drogue, ça fait du bien. C'est vrai si ça faisait mal, je pense personne. Mais oui, personne ne continuerait, serait ouais. addict à quelque chose qui fait que du mal. Ah bah oui, non, Ça c'est sûr. n'existe pas en fait. Je crois que tu tiens un truc là. Bon, cela dit, voilà, Ne vous droguez Ne vous droguez pas. ne Ne vous droguez pas. ne Mais- buvez de l'alcool avec beaucoup de modération. Oui, Voilà. c'est juste ça. Ça, pour le coup, c'est un discours qui est aussi repris par les associations qui luttent contre, Bien tu sûr. vois, pas forcément contre les addictions, mais plutôt pour accompagner les addicts dans leur processus de sortir de leur addiction. C'est d'abord partir du principe, comprendre l'addict pour Bien l'accompagner, sûr, Hmm. et donc comprendre qu'il fait ça parce que ça fait du bien. bien Donc, sûr. trouver d'autres Et- moyens de se faire du bien, du coup. Bah ouais, et du Mm. coup, là, elle mange, si elle mange de la viande, c'est parce que ça lui fait du bien. Mm. Quand elle mange le poulet et tout, elle a pas l'air mécontente. Ah, elle kiffe. Elle Ouais, c'est adore. ça. Le lapin cru, elle kiffe pas trop. Non. Mais par contre, le poulet, la dinde, putain, elle lui fait sa fête. Hein. Bah ouais. Parce Et le que sandwich après aussi. Ah oui, le sandwich Ouais. sur l'autoroute, Ouais. des trucs comme ça. elle mange parce qu'elle aime ça, parce que ça lui permet de supporter l'environnement dans lequel elle est et Ouais. tout, et tout ce qu'on vient Je de, pense de que c'est un rappeler. truc, bah, tu dis, enfin, t'as pas faux comme ça. On n'a pas ce genre de bizutage en France, mais Si, c'est. dans les écoles de... Ouais. Ah bon les École de écoles médecine, École ouais. de médecine, c'est Ouais. hardcore. École de médecine et école militaire. Bah, Hardcore. j'allais, ouais, école militaire, ouais, c'est très très dark de ce que j'ai entendu. Mais bref, ce que je voulais redire, oui, c'est ça, c'est connu en France que les étudiants en médecine, c'est eux qui ont les soirées les plus arrosées, les plus énervées, puisqu'en fait, Ouais. ils lâchent la pression d'un coup Mm. et ils se mettent mais carpettes beurrées comme des petits lus, quoi. Et ils s'oublient, quoi. C'est vraiment, Mm. ils savent plus où ils habitent, quoi, les gars. Ouais, Mm. surtout que pour certains d'entre eux, ils sortent de je sais pas combien d'années de prépa. Ouais. Et là, pour le coup, ils ont Hardcore. aucune vie durant la Ah, mais prépa. c'est et lâchage de là, pression totale, ouais. Ouais. Enfin, je me souviens, mais même je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est réputé comme étant les soirées les plus Ouais. chargées, quoi. Il y a, et du coup, voilà, pour continuer dans cette interprétation de l'addiction dans le film, il y a aussi quelque chose qui cause addiction, c'est les relations. Quelle amie elle a, Justine, elle a son coloc Sa sœur. et sa sœur. Et sa sœur est dans la même addiction qu'elle. Mm. C'est-à-dire que sa sœur, c'est la seule personne qu'elle connaît en arrivant à l'université.
Donc, c'est logique aussi que leur addiction se nourrisse Ouais. l'une d'entre elles, sans mauvais jeu de Ça mots. l'incite un peu, elle lui fait un peu la passation. Hein. C'est... Oui, Il y a- Elle totalement. l'initie, pardon. Il y a Ouais. quelque chose comme ça, notamment, moi, typiquement la scène où elle va manger le doigt de sa sœur, du coup. Le lendemain, après l'hôpital, sa sœur l'amène dans son rituel pour trouver à manger, qui est de se mettre sur une route, de provoquer un accident et de manger la personne qui est dans la voiture qui s'est accidentée. Faire un Platane Boy avant l'heure. C'est ça. Mm. Et- Référence. Ça, c'est un peu... Non, mais ce que tu fumes, c'est de la merde. Moi, je sais où se prendre. Moi, je sais où est le vrai Ou truc. trouver le. Ouais. C'est ça. Moi, je connais le vrai dealer. Je te en fait. donne les bons plans. C'est ça, les bons plans, c'est pas le truc à la gare. Personne ne va acheter de la Ouais, drogue à la ta gare. vieille laitue, là. C'est ça. Là, par contre, je connais un endroit où on peut se poser, tout bref. Ouais. Il y a toujours ce rapport de... Parce que l'addiction, c'est aussi une affaire de rituel. Mm. On n'est pas addict qu'à une seule chose. Un alcoolique n'est pas addict qu'à l'effet de l'alcool. Il est addict au fait d'aller aller acheter de l'alcool, d'avoir la bouteille, le verre, la sensation du verre dans ses mains, le bruit que ça fait quand ça coule dans le verre. Il y a tout un ensemble de sensations, en fait. Ouais. Et à partir de là, en fait, il va y avoir une sorte de spirale de l'addiction pour Justine. Quand je dis spirale de l'addiction, je parle par exemple lendemain sans souvenir. Changement de personnalité durant les soirées sous substance. Tu vois, on ne se reconnaît plus dans son propre corps. Ouais. Ah bah, il y a Tu tout vois. un travail sur le jeu d'acteur et sur la transe qui est présent. Bon, on le voit dans le film qui est... Bon, voilà, on l'a pas dit, mais Garance Marillier, chapeau. Parce que- Incroyable. putain, Elle aurait super, tellement dû ouais. avoir le César. Ouais, mais voilà, on lui souhaite. J'espère qu'elle est dans l'autre film Alpha aussi, parce que j'aimerais bien. Elle est pas trop présente dans le cinéma. Enfin, elle est Bah. assez discrète. Hors film Julia Ducournau, elle Oui. fait des tout petits rôles à peine. Mhm. Bref, elle est incroyable dans ce film. Elle porte le film, c'est trop bien. Et du coup, les phases de trans, c'est vraiment flippant. Elle le représente bien. Et là aussi, c'est une grosse ref. C'est un des seuls trucs que lui a donné, entre guillemets, Julia Ducournau, à voir comme film, en disant tu vas travailler sur la transe, tu vas travailler sur les états seconds, et donc regarde ces films pour te mettre un peu dans le jus. Genre, comment il s'appelle celui-là? L'exorciste de... Non, Possession. Possession avec Isabelle Adjani, Mhm, qui est c'est ça. peut-être la scène de transe la plus mastoc Mhm. du cinéma. Bref, donc t'as raison de dire ça, t'as vraiment un rapport, c'est intentionnel, c'est validé, fact-checké par l'ensemble, la fédération des interviews. Merci patron. Non mais ouais voilà, donc ça c'est quelque chose que c'est surtout les alcooliques je trouve qui ont ça, ou peut-être les gens qui prennent des drogues plus dures. Bah, C'est le rituel. non le fait de voir des vidéos de soi en soirée et de ne pas se reconnaître pardon, dans oui, son oui. propre corps. Tu Tu vois, le fait de... Faut avoir un certain état Ouais. d'inhibition, de substance, ouais. Et donc ça, pour moi, c'est un peu le bad trip de trop dans le film. Et la dernière étape avant l'arrêt, c'est la perte d'un être cher à cause de la drogue. Bah, c'est sa sœur qui se fait prendre, quoi. Parce qu'elle n'a pas réussi à contrôler son addiction. Elle a mangé donc le coloc. Mais elle s'était déjà arrêtée avant. Elle a arrêté de manger avant, à je sais pas quel moment. Je crois que c'est quand elle se morde avec sa sœur. Oui. C'est ça. Et Elle a réussi à contrôler son addiction parce qu'elle a fait le bad trip. Tu vois, Ouais, elle ouais, c'est n'arrive ça. pas à se reconnaître. C'est Oui, bon, c'est ça. j'arrête ça. C'est avec le bad trip, elle se dit non plus, je touche plus à ça. Plus jamais. Ensuite, elle est en mode c'est bon avec sa sœur, elle se laisse un dernier petit regard avant de se quitter. Et le lendemain matin, sa sœur, elle n'a pas réussi à contrôler son addiction, a mangé son coloc, et donc elle perd sa sœur qui va devoir finir en prison, quoi, parce que Ouais, voilà, Justine perd sa sœur. Justine perd sa sœur. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais du coup, tu as raison de dire ça parce que, en plus, j'ai plus le nom du personnage de la sœur de Justine, la grande sœur. Alex. Alex, c'est sous-entendu qu'elle est addicte, entre guillemets, pour prendre ta métaphore, Mhm. depuis plus longtemps. Ouais. Elle Mhm. consomme plus depuis plus longtemps et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est dans une spirale de l'addiction, qui est un vrai truc, plus enfoncée. Donc plus difficile de résorber, de faire marche arrière. Contrairement à Justine, Alex, elle a déjà créé un mode de fonctionnement autour de son addiction. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas juste. D'ailleurs, c'est bizarre, mais c'est pas bizarre en mode c'est incohérent avec son personnage à ce moment-là. Mais c'est hors de. Ça ne devait pas arriver ce moment où elle ne contrôle plus. Parce que jusque-là, tout montrait que Alex était la mentor, tu vois, de l'addiction. C'était elle qui, non, tu vas pas manger un doigt au pif. On va aller à tel endroit, faire telle chose et tout. Donc ça montre que elle est comme les alcooliques. Comment on dit déjà, pardon, les alcooliques qui ont l'habitude, qui ont mis en place l'alcoolisme dans leur mode Socio- fonctionnel, c'est ouais. ça.
Les Ah, alcooliques ouais. fonctionnels, elle, c'est. Pardon, je vais. Alex, en fait, c'est une alcoolique fonctionnelle, c'est une cannibale fonctionnelle. D'accord. Elle a déjà elle a intégré sa fonctionnalité cannibale dans son quotidien. Ok. Et donc, c'est une surprise et est un échec, en fait, à la fin, quand on voit que, non, en fait, non, à la fin, l'addiction a pris le pas sur elle-même, sur, sur le peu de contrôle qu'elle avait. Et donc, Justine perd Alex, Justine perd sa sœur, et la perte d'un être cher à la drogue, c'est quelque chose qui peut aider à arrêter, en fait, Ouais. son addiction. Malheureusement, Bah, ouais. et ça termine avec le père. Alors, Ouais. justement, Ouais, ouais. j'y arrive, donc, cette scène finale où on apprend que donc Alex, sa sœur, elle est cannibale depuis longtemps et dit son père, elle aurait dû faire de la politique. Ta sœur aurait dû faire de la politique parce qu'elle le cachait tellement bien, sous-entendu. Et on comprend pourquoi ce père-là, il a une petite cicatrice à la lèvre. Parce qu'il dit, bah voilà, ta mère, elle m'en a fait trimer quand j'étais plus petit, quand j'étais plus jeune, elle disait, ouais, j'étais comme un frère et tout. Puis un jour, elle m'a embrassé et j'ai compris pourquoi elle était aussi distante. Et en fait, c'est parce qu'elle est cannibale. Ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que l'addiction, c'est aussi une question héréditaire. Bah, l'alcoolisme. Toute drogue confondue, tabac, héroïne, cocaïne, alcool, on estime 40 à 60% la part des gènes dans la survenue d'une addiction. Mais en fait, c'est pas tant que ton père est addict, du coup tu vas être addict. C'est une affaire de... On te lègue des vulnérabilités, Ouais. en fait, plutôt. Par exemple, l'acétylcholine, voilà, qui s'écrit de manière bien trop compliquée, pas comme ça s'entend. À ne pas confondre avec le chanteur Phil Collins. Oui, qui lui est une vraie addiction. J'ai pas mangé. L'acétylcholine, pardon, qui est une sensibilité du cerveau à la nicotine. Tu vois, mais c'est pas pour autant que tu vas te mettre à fumer. Mais t'as une Une prédisposition. prédisposition. Ouais. À aimer la nicotine. Maintenant, si ton père t'éduque bien, que tes relations, parce que c'est pas qu'une affaire de parents, Ouais. l'addiction, que tu es dans un cercle, voilà, que tu fais des rencontres dans ta vie qui te poussent à ne pas consommer du tabac, voilà, c'est juste que voilà, tu n'es pas, c'est pas une notion de destin. Non. Les gènes, c'est pas du tout une notion de destin, c'est juste que c'est aussi l'addiction, c'est aussi une affaire d'hérédité, c'est aussi une affaire de famille. Ouais. Range ton Oedipe, ouais. C'est ça. Et en fait, quand il dit cette dernière phrase du film, cette dernière réplique, on va trouver une solution, ma chérie. Non, je suis sûr que tu trouveras une solution, ma chérie. Oui, je suis sûr que tu trouveras une solution, ma Parce que chérie. lui, il est en pardon. mode j'ai abandonné le combat, maintenant c'est ta merde, quoi. Nous, on a trouvé un équilibre, Ouais. et toi, bah, tu vas avoir géré ça ton C'est coin. ça. Et il montre, quand il dit cette phrase, je suis sûr que tu vas trouver une solution, ma chérie, il montre son torse qui est plein de morsures que la mère de Justine lui a fait, du coup. Mais on n'est pas dans la morsure Kalinou, quoi. Non, on parle de c'est- vraies cicatrices qui ne se résorberont jamais. C'est-à-dire, vrai voilà, on parle de cannibalisme. morsure, comme je disais avant, c'est-à-dire désinfecté avant, après, parce que sinon, infection, tout ça. Hein. Et Attention. Du coup, bizarrement, sous l'angle de l'addiction, le film a un truc vraiment de... Bah, on ne fuit pas ses addictions, on les accepte et on les régule. Tu ne pourras pas fuir le fait que tu sois cannibale. C'est dans ta nature. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Maintenant, sois respecté, trouve un équilibre. Ouais, c'est ça. C'est gère ça comme tu le peux, quoi. C'est ça. Nous, on a Trouve, trouvé cet équilibre. Est-ce que ça peut être l'abstinence pour toi? Est-ce que, voilà, Mais il y a aussi un truc sympa quand même là-dedans, c'est qu'on a besoin de l'autre pour réguler sa propre addiction. Sans son père, sa mère n'aurait peut-être pas pu réguler son addiction. Ouais. Après, on n'a pas vu le corps de la mère, et ça serait intéressant de savoir si le père a été... Je pense que c'est sous-entendu que c'est pas le cas. Je pense que c'est sous-entendu. Justement, il y a toujours dans ce rapport à la féminité que c'est quelque chose ça se passe de femme en femme. Ouais. Ça, pour moi, c'est pas anodin, effectivement. Ouais. Complètement. Ouais. Donc voilà, vous avez un enfant qui se drogue, montrez-lui grave. Et c'est grave. Requiem for a Dream, Trainspotting, c'est... Ouais. Ça, non, mais ça, c'est vu et su. Ouais, mais c'est plus intéressant. C'est pas subtil. C'est pas pertinent, tu vois. Eh oui. Ok. On en a terminé avec les avis culinaires, avec les analyses plus profondes. Maintenant, il est temps de passer au dessert, et notamment avec la question de Tim. Quelle créature fictive ou réelle vous aimeriez manger? T'aimes bien faire des quiz surprises, toi. On est face à un micro, ok. On va être dans une vidéo avec marqué podcast. Peu importe le nombre de vues, nous sommes légitimes et nous avons raison. Merci d'être encore là, pour celles et ceux qui continuent de regarder.
Et merci à Tim, parce qu'à chaque fois, je lui envoie un message 24 heures avant l'émission. Je dis ouais, t'as pas une question là, s'il te plaît, sur Cannibal, s'il te plaît. Et il fait ouais, il trouve ça. Et c'est un amour en plus de nous faire la DA. Tous les wankuls que vous voyez, toutes les vignettes, c'est lui qui les fait. Enfin, les vignettes dessinées, pardon, j'entends. Donc merci à Tim. Pour Est-ce ça. que je peux essayer de pré-shot sa question? Vas-y. À mon avis, il va demander quelle partie du corps vous préféreriez manger. Sa question, c'est si un chef étoilé vous présentait un plat cuisiné avec de la viande humaine, avec les preuves que la personne cuisinée est morte de façon naturelle et était OK pour être mangée à sa mort, goûteriez-vous au plat? Ça rejoint un peu du coup. Et si vous dites non, pourrez-vous encore vous considérer vrai passionné de cuisine? Parce que on peut Il ne pose pas les vraies aimer- questions, il Ouais. pose les vraies questions. On peut ne pas aimer la polenta, rester un vrai foodie. Par contre, refuser un petit doigt de pied là. Moi, je pense que dans l'éventualité où tout a été fait en mode. En fait, déjà, il faudrait que ce soit accepté socialement que ça existe. Bah ouais. Pour moi, pour que je puisse le faire. Genre en mode. Ok, on a accepté que dans ce cadre-là, c'était ok, culturellement même, je veux dire, de le faire. Ouais. Que c'était quelque chose de hardcore, mais que c'était une expérience et puis c'est tout. Tous les trucs sanitaires, de consentement et tout, par rapport au corps et tout. Je pense que je sais pas. En vrai, je sais pas parce que d'un côté, je suis un peu un foodie, un petit peu un foodies, et en tant que foodies, voilà, je pense que on pourrait grignoter une petite cuisse. Sacré cuisse. Hein. Sacrée cuisse. Mais de l'autre côté, ça me poserait trop de problèmes éthiques. Et en fait, je serais en mode, il y aurait toujours une voix à l'intérieur de ma tête qui est en mode, à tous les coups. C'est genre en mode, ok, ils ont eu ce corps pour le cuisiner, mais comment est-ce qu'ils l'ont eu? Ils l'ont acheté. Du coup, s'ils l'ont acheté, c'est-à-dire que tu mets un prix sur un corps. Et du coup, si les gens, ils ont vendu ce corps-là, c'est pourquoi? C'est parce que ils comprennent le truc, ou alors ils ont juste besoin de l'argent. S'ils ont juste Il y a besoin de un l'argent. commerce autour de Ouais, la ça veut dire qu'il y a mort un et commerce de- autour d'un de mort. l'humain. Et donc, s'il y a un commerce autour d'un mort, est-ce que c'est vraiment. Est-ce qu'on peut vraiment parler de consentement si ils sont poussés par leurs conditions économiques pour vendre ce corps? En Alors, mode, on a besoin de l'argent parce qu'on a dans- plus ce mec pour faire vivre la maison. Enfin, tu vois, Dans ça le me poserait cas, trop de. dans de le cas questions. échéant, je pense que on est sur quelqu'un qui est mort de sa belle mort Et qui a voulu qui, laisser son dans le corps à la testament, science. dit, voilà, c'est ça. Dans le Voilà. dans le testament, il dit, en vrai, moi, si vous voulez me manger, c'est ok. Si vous voulez en servir pour faire des essais pharmaceutiques, il y a pas de problème. Donne son corps à la science et à KFC, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. En fait, je pense que je le ferai pas parce que je serai en mode, mais en fait, si son corps est assez en bon état pour être mangé, pourquoi est-ce qu'on donne pas les organes à des gens qui en ont besoin? Tu vois, je suis en mode. Si c'est. Pose les vraies questions. Ouah, la Non, mais oui, Pourquoi question, manger le rein alors qu'on pourrait le donner à Timéo, quoi. C'est ça. Montaigne, mais Mon, vraiment. mon dingue. Non, mais vraiment, genre, si. Non, non, c'est. En fait, pour moi, on rentre dans le marché du cœur, enfin, le marché des organes. Ouais. Le marché des organes qui existe. D'ailleurs, il y a un marché noir Du d'organes. trafic d'organes, ouais. Ouais, Ouais. le trafic d'organes, merci. Totalement. Et je suis en mode, dans ce cas, le trafic d'organes, moi, je suis OK si c'est pas du marché noir et s'il sert à sauver des vies. Mais le problème, Ouais, c'est c'est le pas don qu'il n'y ait pas d'organes. assez de nourriture pour les gens dans le monde. Le problème, c'est la répartition de la Ouais. nourriture. Actuellement, on a de quoi nourrir la population entière. C'est juste Voilà. on les Non, mais- répartit de manière ultra On mauvaise. ne donne pas le droit aux gens qui ont besoin de manger de se nourrir gratuitement. Et c'est Ouais. mal réparti, c'est-à-dire Voilà. que Non, mais ouais, moi, Donc, je- tu vois, je parle pour du- moi, il n'y a pas la question de si ça peut sauver des vies ou quoi. On a assez de nourriture, on n'aurait Mais pas non, mais c'est pas une besoin. affaire de nourriture, c'est une affaire de santé. C'est une affaire un organe qui peut être Oui, donné à. Moi, je parle pas de nourriture pour manger. Je parle de nourriture dans le cas médical de quelqu'un a besoin d'un nouveau foie, quelqu'un a besoin d'un nouveau cœur, Ouais. quelqu'un a besoin de ci, quelqu'un a ça, besoin de parce ça. que Mais imaginons- ça, c'est déjà le cas. Oui, mais du coup, s'il y a un corps en assez bonne santé pour être mangé, autant le donner à un hôpital. Ça, imaginons, Tu vois. au lieu de faire un bœuf bourguignon avec un cœur poché au milieu, c'est-à-dire un cœur qui a passé le contrôle sanitaire et tout parce qu'il a été bien conservé, pourquoi ce cœur, au lieu de le cuisiner, pourquoi en fait tu le donnes pas à quelqu'un qui en a besoin? Bah oui, oui. parce que c'est Ou un un organe rein. viable. Oui, oui. Oui, bah voilà. Dans le cas de l'organe le plus demandé au monde, c'est les reins. Et tu vois, un rein, s'il est bien conservé dans de la glace et tout, pour l'alimentation, qui n'a pas brisé la chaîne du froid, bah oui, techniquement, tu peux supposer qu'il peut être greffé à quelqu'un. Alors, tout dépend si. Parce que, par exemple, tu vois, un rein de personne de 90 ans, par exemple, tu vois, ça se trouve, il est bon à manger.
il est pas bon pour une transplantation. Oui, c'est ça. Donc après, potentiellement, il faudrait que ce soit des y a organes qui plein de puissent cas, être mangés. Sarah, ça fait quand même beaucoup de fois que tu me contredis pour faire en sorte qu'on puisse manger cette personne. Non, mais j'aimerais bien avoir ta réponse avant de continuer. Je suis végétarienne. Peut-être que je suis comme Justine au fond. Elle est nulle, hein. Elle est vraiment nulle. Hein. Non, mais je vais faire une réponse plus intéressante. Bah vas-y. Ok. Ouais, Du coup, pour répondre à la question, moi, les raisons pour lesquelles je suis devenue végétarienne, justement, c'est parce que j'avais un problème déontologique dans le fait de manger de la viande, n'importe laquelle. J'ai été élevée dans le fait que c'était totalement normal d'en manger, donc ça ne me posait pas problème quand j'étais plus petite, j'aimais même vraiment ça. C'est juste, en grandissant, j'avais de plus en plus de culpabilité, parce qu'il y avait cette question qui me taraudait, c'est si je mange pas mon chien, pourquoi j'irais manger une vache? Si je mange pas mon chien, on pourrait me forcer avec un couteau. Enfin, je pense que bon, si j'avais un gun, peut-être que je l'aurais fait. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aurais fait, mais avec énormément de contre-cœur, quoi. Enfin, voilà, sous évidemment. la torture, quoi. Voilà, sous la torture, je l'aurais fait, quoi. Donc, si je ne veux pas manger mon chien ou mon chat, pourquoi j'irais manger une vache? Pourquoi j'irais manger un cochon? En plus, les cochons sont très intelligents, par exemple. Donc, on pourrait scientifiquement les mettre au même niveau que des animaux de compagnie, par exemple. Donc, en fait, il y avait tellement toutes ces questions-là où je me disais, bah, honnêtement, je n'ai pas de réponse, j'ai pas de bonne raison. Je n'ai pas de bonne raison pour continuer à manger de la viande. Alors, je dis pas là que les vies humaines sont moins importantes que les vies animales. C'est pas ce que je veux dire. S'il fallait sauver un animal ou un humain, je sauverais l'humain en premier. Parce que mon humanité fait que ça et les règles sociétales qu'on m'a enseignées. Mais voilà, tant qu'à faire, si je pouvais sauver les deux, je sauverais les deux. Et j'ai pas envie, tant que je peux le faire, j'ai pas envie de faire la différence. Et voilà pourquoi j'ai arrêté de manger de la viande, c'est parce que je me sentais trop mal de consommer de la chair. Puis il y avait aussi le dégoût, le dégoût qui arrivait avec, de me dire je mange de la chair d'un être vivant, quoi. En fait, j'avais trop de culpabilité par rapport à ça. Et je pense par exemple qu'il y a beaucoup de gens, si on tue une vache devant eux, qu'on la coupe, qu'on fait un steak, qu'on fait cuire le steak, ils n'auront pas forcément envie de manger le steak. Ouais, c'est ça, ou un lapin, tu lui fais les coups du Voilà. lapin, tu le retournes, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a tout un procédé. Ouais. C'est chaud, quoi. Voilà, donc moi j'ai aussi, je veux pas blâmer les gens. Si les gens veulent manger de la viande, c'est leur droit, ça les regarde. J'ai juste personnellement cette conviction que plus Vas-y, change. Vas-y. J'ai cette conviction que voilà, si on tuait les animaux devant eux et qu'on leur servait la viande juste après, il y aurait beaucoup moins de personnes qui seraient carnivores, qui mangeraient de la viande. Voilà. Après, ça fait partie de nos éducations, de nos sociétés, donc c'est normal d'en manger. Je cherche pas à culpabiliser les gens. Je dis juste que moi, la réflexion que j'ai eue, c'était celle-là, et que c'est pour ça que j'ai arrêté de manger de la viande. Et du coup, voilà, maintenant, j'ai la même réflexion. Enfin, peut-être pas à ce point-là, bien sûr, parce qu'il y a tout le tabou qui va avec. Mais maintenant, j'aurais la même réflexion si on me servait de la viande. Bah, voilà, j'aurais moins de réticence parce que je l'ai déjà fait par le passé. Mais voilà, encore une fois, pour moi, maintenant, consommer des êtres qui ont été vivants, c'est totalement aliénant, quoi. Donc, même dans le cas de la réponse de Tim, non, du coup. Oui, voilà, globalement, non. Et du coup, deuxième question, est-ce que tu te considères comme une vraie foodies maintenant, en ayant ce nom catégorique? Eh bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient que non, parce que, voilà, pour beaucoup de gens, surtout en France, être bien mangé, c'est manger de la viande. Parce qu'on a une culture culinaire qui est centrée autour de la viande. C'est d'ailleurs très difficile, à part dans les restaurants vraiment soit spécialisés pour les végétariens, soit avec une vraie offre végétarienne, de trouver son bonheur. Parce que la cuisine est vraiment formée autour de la viande. Mais quand on va dans d'autres pays, par exemple la cuisine méditerranéenne, qui est moi justement ma culture préférée, parce qu'il y a une diversité énorme, je suis convaincue qu'on peut trouver son plaisir sans avoir besoin de manger de la viande. Après, voilà, tout dépend si on adore ça ou pas. Mais voilà, pour moi, c'est pas, c'est comme avoir des enfants. C'est pas obligé et c'est pas parce que t'en as pas que tu vas être malheureux, en fait. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et toi? Et moi, écoute, je vous rejoins un peu sur le fait de, même si on me le cuisine, même si on me le présente, on me dit que c'est consentant, tout ça,
il y a toujours un rapport avec l'image que tu te fais de cette viande. C'est comme moi, si par exemple, à l'inverse, on m'offrait à manger du singe, j'aurais un peu des doutes. Enfin, qu'on le veuille ou non, on se fait une image d'un plat qu'on nous présente quand on dit voilà, je vais te cuisiner, c'est du requin. Pouf, dans notre tête, il y a un joli petit requin qui nage dans la mer et on va dire ok, bon bah du coup, c'est de l'aileron de requin. Tu vas couper le dessin et tu vas mettre ça. Et donc, tu te fais une image mentale dans ta tête de ce que tu manges, même si c'est cuisiné, même si c'est mis. Et donc, si on me dit, je vous ai cuisiné un bon petit ragoût fait à partir de mou de phalange, tu vois, un peu comme des cuisses de grenouille, ok, ça peut être magnifique. D'un autre côté, je verrais des doigts, même si je peux pas m'en empêcher. Donc, ça me répugnerait. Et tout le côté éthique, je vais pas paraphraser ce que dit Antoine, mais ça allait plus loin de ce que je pensais. Et pour moi, en fait, voilà, donc je dirais non parce qu'il y a certains plats que je m'interdis de manger parce que j'ai pas envie de manger. Attends, ça veut dire que si je te cuisinais ma main avec amour, si je te cuisinais un peu de ma main avec amour, tu le mangerais pas. Je préfère ta main ailleurs. Waouh. Gouja. Chers auditeurs, vous avez sûrement entendu le bruit des popcorn tomber sur la table. Oh, c'est délicieux, je trouve. Bon, bah, très bien. Bon, on va les laisser là pour la fin. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que je tiens mon popcorn dans mes doigts. Ce que tu dis, c'est que les enseignements de la société sont tellement ancrés en toi. Je pense que, bah, tu vois, pour les personnes, toutes les personnes indigènes et tout ça, les autochtones de chaque pays qu'on t'a cité avant, c'est pas des gens foncièrement mauvais. Ils ont été éduqués dans un respect, dans un rapport au corps différent. C'est pas une notion de bien ou de mal. C'est non, une clairement notion pas. de Non, culture. c'est Et, tout. Ouais. Et puis même dans les 95, même 99% des tribus ou des peuples qui font ça, il y en a très peu. Et le peu qui le font, c'est surtout des rituels funéraires. Genre, c'est même pas... Oui, voilà. Donc, c'est pas du jugement. C'est en fait, ils ont été éduqués dans un rapport au corps qui est différent. C'est, je dirais, le même rapport qu'on peut avoir à la nudité. Certaines tribus, certains groupes de personnes dans différentes parties du monde ont un rapport à la nudité qui est peut-être plus ouvert que le nôtre, etc. Bah, ça dépend encore une fois, faut distinguer les formes de cannibalisme. Si c'est un cannibalisme funéraire, comme tu dis, où là, pour le coup, il n'y a aucun problème de consentement. C'était même justement les morts, dans le cas de, par exemple, du peuple fort, qui demandaient à être mangés après leur mort. Après, si on parle des tribus qui dévoraient leurs ennemis, là c'est bon, pour le coup, c'est déontologiquement, il y a plus de choses à dire. Mais on sort de la question du coup mais on du sort de la question, consentement, voilà. du coup. Mais on est d'accord, voilà, c'est pas du jugement. Donc moi, t'as bien résumé ce que je pensais. C'est-à-dire que, notamment, grâce à mon éducation, je peux pas m'enlever de la tête mon rapport à la société quand je mange. Quand je mange, voilà, je me fais une image mentale de certains trucs. Il y a des choses que j'idéalise et d'autres que je diabolise. C'est-à-dire que les insectes, comme beaucoup de gens, la première fois où on va manger des insectes, on va avoir des images qui sont loin de la réalité et loin du goût que ça peut être. Et il y a certains plats en fait que je m'interdis de manger parce que j'ai pas envie d'en manger, parce que je trouve pas ça bien au niveau culturel, au niveau psychologique, enfin plein de raisons différentes. Tu peux nous citer quelques exemples? Par exemple, du singe, j'ai pas envie de. Ah Tu vois, bah pour oui. moi, il y a certaines viandes, je trouve que ça a pas de raison d'être mangé. Je sais qu'il y a des gens, ils sont. Les ailerons de requin, c'était un bon exemple aussi, parce qu'ils sont massacrés, je crois Voilà, que c'est au Japon, j'ai pas envie de dire de bêtises. Pour des raisons écologiques, je suis d'accord. Après, pour des raisons... Moi, je trouve que le singe, si c'est pas un animal qui est mis en danger, c'est au bout d'un moment, cette culture chinoise, si elle mange du singe aujourd'hui, elle n'en mange pas cru, tu vois, elle a appris comment le cuisiner et tout. Donc il y a aussi un truc de sortir de sa zone de confort, quoi. C'est comme l'œuf, le balut. Oui. L'œuf qui est... c'est comment on dit ça a un nom, mais c'est un œuf qui n'est pas complètement... c'est pas un jaune d'œuf, quoi. C'est un... Ah oui, où t'as un petit poussin dedans. D'accord. Écoute, ça me paraît dégueulasse, pourtant je croquerais. J'ai déjà mangé du cochon de lait. Tu vois, le cochon de lait, c'est quoi? C'est un cochon qui n'a été nourri qu'avec du lait parce qu'il est tout petit. Et c'est super bon. Enfin, donc il y en a plein qui pourraient dire de manière éthique, c'est ultra hardcore parce que tu manges un bébé, quoi. Oui, et de même les singes, moi c'est... Enfin, même si j'ai ce truc de... si je mange pas mon chien, je mange pas une vache, il y a quand même ce truc de non seulement... Enfin, en plus, les singes ont
quelque chose en plus qui a une intelligence incroyable et qui justement par empathie et par association, on a plus envie, c'est malheureux, hein, mais on a plus envie de manger des animaux entre guillemets bêtes, ou qu'on considère comme bêtes parce que les cochons sont très intelligents contrairement à ce qu'on peut Et penser. les corbeaux. Mais qu'est-ce Les qu'ils sont- corbeaux, mais par qu'est-ce qu'ils exemple. sont bons aussi, putain. Mais du coup, voilà, manger un singe, je pense que c'est Ouais, voilà. difficile pour beaucoup de gens parce qu'ils sont tellement proches de nous que... Mais pour, Moi, ce serait plus... Enfin, c'est triste à dire, mais ce serait plus difficile pour moi si j'étais forcée de manger un singe que de manger un cochon. Oui, c'est ça. Mais du Parce que coup, je l'ai déjà fait, donc, tu vois, voilà, il y a certains le aliments comme cochon. ça que je m'imposerai pas parce que ça m'intéresse pas. Comme par exemple, un autre truc typique débile, mais un anus de phacochère, je sais que ça se mange, c'est ouais. fourré, etc., avec des herbes dans certains pays d'Afrique. C'est une vraie recette. J'ai pas envie de manger ça. Ça m'intéresse pas. Et donc, c'est pas pour autant que je me considère plus comme un vrai passionné de cuisine, parce qu'un vrai passionné de cuisine, ok, il aime découvrir des nouvelles choses, mais c'est pas pour autant qu'il doit être dans une découverte aveugle de je dois manger toutes les espèces présentes sur la planète, c'est-à-dire de l'autruche, de l'alligator, de ça-ci. Il peut avoir des préférences, et la nourriture, comme l'art et comme plein d'autres choses, ça passe par les sens, ça passe par le goût. Ok, le goût s'apprivoise, mais il y a des fois, tu peux ne pas aimer des choses, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Et donc, pour moi, je vais pas me forcer à manger de la fougère parce qu'il faut goûter de la fougère pour être un vrai. Donc non, je me considère comme foodie parce que curieux, parce que j'ai envie de découvrir des nouvelles saveurs et j'ai envie d'entretenir mon palais et de découvrir d'autres pans. Tu vois, où tu peux passer ta vie à être un grand chef étoilé juste en faisant des variations de ragoût parce que Ouais. tu te concentres là-dessus. Totalement. Moi, c'est un peu pareil comme je me vois, c'est-à-dire que je suis un foodies. J'adore la nourriture, j'adore explorer tout ce que ça implique. Par contre, j'ai des pans entiers de choses que j'aime pas. Vous l'avez vu la dernière fois, ça a fait des émules, mais je n'aime pas le sucré salé. Je n'aime pas le fromage, malgré la culture française. Il y a beaucoup de fromages qui me sont extérieurs, c'est-à-dire que dès que c'est de la moisissure, je me coupe un pan entier de recettes et tout ça. Mais en même temps, tu peux pas tout aimer, c'est pas possible. C'est Ouais. comme tu demandes à quelqu'un d'aimer tous les films du monde, il y en a forcément un qui l'aimera moins. Ouais. Voilà. Et pour autant, on peut se considérer cinéphile si on Exactement. s'intéresse à une seule partie du cinéma, par exemple. Voilà, donc non, Tim, je suis un foodies et je ne mangerai pas de corps humain. Voilà. C'est bien de garder des valeurs, c'est cool. Ouais. Voilà. Bah écoutez, ceci étant dit, on en a terminé avec cet épisode sur Grave de Julia Ducournau. On est maintenant sur TikTok, on est sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les deux plateformes. On est sur YouTube, c'est bon, c'est passé. Donc n'hésitez pas à faire la routine, c'est-à-dire en parler aux gourmettes, nous donner des gentils commentaires ou des retours à faire et partager ça comme il faut, comme d'habitude. On a besoin de vous voilà, pour pousser comme des petites plantes, c'est mignon. D'ici là, on se retrouve le mois prochain pour un épisode qui sera potentiellement, je pense, un peu différent parce que ce sera en plein, en tout cas la période d'enregistrement se passera en plein pendant le festival d'Annecy, festival d'animation. Donc il se peut qu'on vous fasse une petite review là-bas en disant voilà, cinéphage à manger Annecy. On se garde la réserve de le faire ou pas parce que on y va pour des raisons professionnelles. Donc voilà, un cinéphage et emploi du temps, ça fait 3. Donc on laisse le doute. Mais sinon, d'ici là, ce qui est sûr, c'est qu'on vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. Je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais je suis avec vous de tout cœur et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps. J'ai plus faim, c'était très bon.